Bienvenue, Tony Parker. Le petit français Tony Parker aimerait bien devenir très grand. C'est une légende du basket, 4 fois champion NBA, patron du club de Villeurbanne, désormais entrepreneur très actif. Travail, rigueur, exigence. Le capitaine de l'équipe de France de basket, Tony Parker. Parce qu'il a marqué non seulement l'histoire de la France. Il a été exceptionnel. Very smart player. I was just proud of him. C'est quelqu'un qui gagne, chapeau l'artiste. Tony Parker, notre Français, le premier Français à rentrer dans l'histoire d'un Hall of Fame. Cette semaine sur InPower, j'accueille l'un des plus grands champions de basket de tous les temps, Tony Parker. Chaque personne, à sa façon, peut réussir quelque chose. C'est important déjà de rêver en grand pour au moins se donner une chance. Parce que si t'essayes pas, tu pourras jamais savoir. Moi, dans ma tête, il n'y avait pas de plan B, no plan B. C'est là où on va. Qu'est-ce qui fait un champion ? Comment Tony a-t-il réussi à gravir les échelons pour arriver au sommet ? Tony, est-ce que tu penses qu'on peut travailler le mental ? Et je fais le mental, si tu l'as ou tu l'as pas, quoi. Bien sûr que c'est dur, bien sûr que c'est difficile. Tu ne doutes pas ? On ressent tous la pression. Si je gagne pas un titre avec l'équipe de France, j'aurais l'impression que j'ai loupé ma carrière. Et je crois que c'est l'été où j'ai eu le plus de doutes. Et je me reconnaissais pas même. Wow, everything happens for a reason. Au sommet de son sport, mais aussi au sommet de l'entrepreneuriat, Tony est désormais à la tête d'un groupe à la croissance impressionnante. Je suis prêt à rentrer dans la vie active, dans la vraie vie. Aujourd'hui, t'es serial entrepreneur. En NBA, quand les joueurs ils prennent leur retraite, 5 ans après, ils sont broke. Ils ont plus d'argent. Non ! Moi, je crois beaucoup à l'union fait la force. Est-ce que t'as des démons ? Tu vois un huissier rentrer chez toi et prendre la télé, waouh, j'ai plus jamais envie de vivre ça de ma vie. C'est quoi le meilleur conseil que Michael Jordan t'ait donné ? Jordan ? Si vous ne connaissez pas encore InPower, bienvenue. Chaque semaine, je reçois des personnes inspirées et inspirantes qui ont pris le pouvoir de leur vie. Et si ça vous plaît et que vous souhaitez en écouter d'autres, sachez que c'est 100% gratuit. Vous avez juste à vous abonner directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser pour écouter cet épisode. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Tony Parker. Bonjour. On dit bonjour, on dit pas bonjour. On dit bonjour, bonjour Tony Parker. Bonjour. Écoute, je suis ravie de te recevoir sur InPower. Il y a beaucoup de sujets que j'ai envie d'aborder avec toi. Ton parcours, bien sûr, mais aussi même ta vie actuelle, l'entrepreneuriat, l'investissement. Beaucoup de sujets qui m'intéressent. La première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Bonjour, je suis Tony Parker. Ok ? Tu peux nous en dire plus ? Parce que là, tu pars du principe que tout le monde sait qui est Tony Parker. C'est sûrement vrai. Ouais. Mais dans le cas où ce n'est pas vrai, ou dans le cas ils ont une idée de Tony Parker qui n'est pas vraiment qui tu es, d'accord. Comment est-ce que tu détaillerais ce Tony Parker ? Je sais pas, je dis juste je suis Tony Parker. Après, tu dis quoi ? Basketteur, entrepreneur, investisseur, papa. Enfin, il y a plein de façons de se définir. Ouais, en fait, j'ai jamais posé cette question. En fait, je me suis jamais posé la question. En fait, c'est pour ça que je suis là. Je dis juste que je suis Tony Parker et après, je sais pas. Après, c'est aux gens de se renseigner. Enfin, c'est dur pour moi. Regarde, ce matin, par exemple, j'ai fait un truc et je disais, c'est toujours un peu bizarre pour moi quand les gens ils se présentent. Donc, ils me disent, je m'appelle Jean Tartampion, on s'en fout. Et après, moi, je dis bonjour. Je dis jamais, moi, c'est Tony Parker, parce que les seules fois où je l'ai fait, à chaque fois, les gens, ils se foutent de ma gueule. Oui, c'est bon, on s'est quitté. Donc, du coup, maintenant, je dis plus rien. Je dis juste bonjour et les gens se présentent et je dis bonjour. Okay. Mais après, je peux dire oui, que j'ai été basketteur, que j'ai été en NBA. Aujourd'hui, je suis président de Infinity Nine Group, je gère un groupe, mais tu veux vraiment que je parle ? Tu veux que je te dise ? Tu dis tout ça dans une présentation, toi ? Alors, ce groupe consiste de 3 pôles, si tu te présentes pas comme ça. Ce que j'aime bien quand je parle à mes invités, c'est de savoir comment ils se définissent, parce que parfois, ils se définissent pas de la façon dont nous, on les aurait définis. D'accord. Par exemple, Alain Ducasse, c'est une très bonne question, qui est un mais chef c'est une très bonne question. C'est une très bonne question, mais moi, je vais te dire pourquoi je dis rien. Parce que les gens, s'ils veulent savoir qui je suis, ils vont prendre le temps de se renseigner. S'ils s'arrêtent que à ma réputation ou les réseaux sociaux ou les magazines People, j'ai rien à faire à parler avec ces gens-là. Donc, s'ils veulent prendre le temps de connaître qui je suis, ils prendront le temps. Mais tu sais quoi ? Ça me va comme réponse, parce que du coup, ce sera le seul épisode où tu pourras y répondre à la fin. C'est-à-dire, une fois qu'on aura fait notre 1h30 de podcast, vous saurez qui est Tony Parker. Ok, donc commençons. Déjà, t'en as un à côté de toi. Est-ce que tu peux nous partager le souvenir de la première fois où tu as touché un ballon de basket ? Les premiers souvenirs que j'ai, c'est quand j'avais 3 ans et que je suivais mon père. Mon père était basketteur et je le suivais partout. Je faisais les étirements, je faisais tout pareil que lui. Et c'est ça une de mes photos préférées. C'est ma mère, elle a pris une photo où tu me vois avec le ballon de basket à 3 ans en train d'essayer de dribbler. Et c'est mes premiers souvenirs de basket. Même si j'ai pas joué au basket tout de suite, parce que le premier sport que j'ai fait, comme on est en France, c'est le sport numéro 1, c'est le foot. J'ai commencé par le foot
à 4-5 ans. J'y ai joué pendant 5 ans. Et après, à 9 ans, c'est là où j'ai eu ma première licence basket à Fécamp, en Haute-Normandie. Ok, donc c'est là où tu as grandi, c'est là où tu as passé... C'est là où j'ai passé un moment de ma vie. Parce qu'en fait, comme mon père était basketteur, on voyageait beaucoup. Donc moi, je suis né en Belgique. Mon père américain, ma mère hollandaise. Et mon père, il était basketteur pro. Et il a rencontré ma mère aux Pays-Bas, à Amsterdam. Et ma mère était mannequin. Après, ils ont déménagé en Belgique. Là, il a joué 2 ans. Moi, je suis né en Belgique, mais on est resté que 3 mois. Et après, on est arrivé en France. Et mes 2 frères, ils sont nés en France. Okay. Et donc après, quand on est arrivé à Dieppe, en Normandie. Après, on a fait Fécamp. Après, on a fait Rouen. Rouen, on va dire, j'ai passé un bon moment. Parce que, enfin, au début, non. C'est que j'ai oublié le nord de la France. Mon père, il jouait à Denain, en fait. Dans le nord de la France. Okay. Mon frère, il est né à Valenciennes, donc on était un peu dans le nord. Après, on allait à Dieppe, c'est là où mon deuxième frère est né. Après, on allait à Fécamp, Rouen, et je suis resté 4 ans à Rouen. Et après, à 14 ans, je suis arrivé à Paris, parce que j'ai intégré l'INSEP. Ah, c'est à 14 ans que tu as intégré l'INSEP ? Ouais. Ah, donc c'est jeune, hein. Il faut savoir jeune, Ouais. Je trouve quand même que... Toi, tu savais déjà à cet âge-là que tu voulais te consacrer au basket ? Alors au début, c'était un rêve. Au début, quand j'avais 9 ans, c'était un rêve de jouer en NBA, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de joueurs français en NBA. Et après, à 14 ans, c'est là où c'est devenu un objectif. Quand je suis allé à l'INSEP et que je faisais partie des meilleurs joueurs de mon sport, parce que l'INSEP, c'est l'institut national, tu as tous les meilleurs jeunes de chaque sport, sauf le foot, parce que le foot, c'est à Clairefontaine. Et c'est là où c'est vraiment devenu un objectif, et je me suis dit, voilà, je veux aller en NBA. Et à 17 ans, je signe mon premier contrat pro au PSG. Je joue 2 ans là-bas, et à 19 ans, je suis arrivé en NBA. Alors, avant de parler de ces années-là, j'ai envie de parler un peu de ton enfance. J'ai écouté le podcast que tu as fait avec Thierry Henry, où tu partages le fait que vous aviez chacun des pères assez stricts, assez difficiles. Comment est-ce que ça a façonné ton éducation, et comment, du coup, tu décrirais l'éducation que tu as reçue ? Mon père, il était quand même très, très sévère. J'en parle dans ce podcast-là. Parce que mon père, il avait une vision de la vie où il y avait 3 garçons. Donc, il fallait nous inculquer une certaine discipline et une certaine éthique de travail. Et c'est vrai que mon père, il était vachement sévère. Donc, l'éducation qu'on a eue, j'en ai des souvenirs que c'était intense. Mais c'était pour nous façonner, pour être sûr qu'on soit dur et costaud mentalement. Et qu'on soit prêt à affronter la vie. Parce que la vie, c'est pas facile, hein, je t'apprends rien, mais c'est difficile. Et pour réussir, et surtout, moi, je voulais réussir dans le sport, il faut être très, très fort. C'est ce qui fait la différence, en tout cas pour moi. C'est le mental, entre les bons joueurs et les grands joueurs et les joueurs de légende. Pour moi, la différence, c'est au niveau mental. Et surtout, en grandissant en France, mon père, il voulait être sûr que je sois prêt. Parce qu'en France, on a tendance, des fois, à être un peu négatif quand tu annonces tes rêves. Hein. C'est clair, quand moi je disais que je voulais aller jouer en NBA, que je voulais devenir le premier meneur européen à réussir en NBA, on disait toujours que j'étais trop petit, trop maigre, j'y arriverais jamais. Et moi j'ai toujours rêvé en grand. C'est un peu mon slogan, ma phrase que je dis tout le temps. On sait quel sera ton slogan si tu te présentes à la présidence un jour. Rêver en grand. Ça sonne bien, je trouve que ça fait très campagne présidentielle. En fait, je dis tout le temps qu'il faut rêver en grand, et que quand tu dis ton rêve à quelqu'un et il se fout pas de toi, c'est que tu rêves pas assez grand. Mais je suis vraiment sérieux quand je dis ça. Alors c'est vrai que des fois, les gens ils pourront dire peut-être ouais, mais tout le monde ne peut pas réussir, ou tout le monde... Moi je dis c'est important déjà de rêver en grand pour au moins se donner une chance. Parce que si tu n'essayes pas, tu pourras jamais savoir. Et ce que les gens ils ont souvent un frein, c'est parce qu'ils ont peur de pas réussir. Et pour moi, pas réussir, c'est important de ne pas réussir. Parce que c'est ce qui va créer et comment dire, construire ton caractère pour justement avoir peut-être créer cette chance qui fait qu'après tu vas réussir. Et donc moi, ce qui je trouve dommage des fois chez les gens, c'est de pas réussir, de pas essayer au moins. Juste essayer. Ouais, au moins, sûr. essaye. Ouais. Et si tu n'y arrives pas, tu n'y arrives pas. Mais tous les gens qui ont réussi, ils se sont plantés au début. Moi, dans mon sport, Michael Jordan, qui est le meilleur joueur de tous les temps, ils disent tout le temps, il a loupé 9000 tirs. Avant de devenir le meilleur joueur, il a quand même loupé 9000 tirs. Et à un moment donné, tu es obligé de tomber pour réussir. Quand est-ce que t'es tombé, toi ? Plein de fois. Quand j'étais jeune, je voulais tellement gagner un titre avec notre équipe de jeunes à l'époque.
J'avais 13 ans, enfin 12-13 ans, je jouais à Mont-Saint-Aignan, personne ne connaît en Normandie. On les embrasse. Et on jouait au niveau national et je voulais tellement gagner un titre. Et je me rappelle, c'est la première grosse défaite où ça m'avait vraiment affecté. En demi-finale, on bat l'Asvel en demi-finale. Donc on joue contre que des grosses équipes. Hein. Et nous, on était le petit pousset. Et on bat l'Asvel, qui est la grande équipe, enfin le club dont je suis propriétaire maintenant, mais à l'époque, c'était quand même un grand club déjà. Et on joue l'Asvel, on les bat en demi-finale. Et en finale, on joue Montpellier. Et voilà, moi, dans ma tête, j'étais sûr qu'on allait gagner, quoi, qu'on allait terminer ce conte de fées avec un titre, quoi. Et malheureusement, on perd de 2 points. On ne gagne pas et c'était ma première désillusion où j'ai fait ah ouais, et pourtant j'étais sûr qu'on allait gagner, mais bon, c'était pas arrivé cette année-là. C'est un peu ma réflexion par rapport à ce que tu partages sur le fait de rêver grand. Il y a mon côté assez rationnel qui me fait dire que le bonheur, c'est la différence entre les attentes et la réalité. Et donc plus tes attentes sont hautes, plus la réalité risque d'être décevante. Donc, comment tu gères ça? Comment tu gères ce différentiel? C'est pas faux. Après, c'est clair qu'il faut trouver un juste milieu. C'est pour ça que quand les gens ils disaient ah mais Tony il a la grosse tête et tout ça quand j'étais jeune au basket. Mais après moi j'étais genre sûr de mes forces. Mais après ça n'empêche pas que des fois tu peux avoir des désillusions et tu peux avoir des choses qui vont pas dans ton sens. Mais après je me dis toujours que quand il y a quelque chose qui va mal, j'essaie toujours de trouver le côté positif. Et peut-être que ça ne viendra pas tout de suite, peut-être pas demain, peut-être pas dans 3 mois, peut-être pas dans 1 an, mais je me dis qu'à un moment donné, je vais comprendre pourquoi ça s'est arrivé. Et toute proportion gardée, pour n'importe quelle personne, bah oui, bien sûr, peut-être on n'a pas tous le même talent à jouer au basket ou au foot, ou on n'a peut-être pas la même intelligence pour réussir dans le business, mais je me dis que chaque personne, à sa façon, peut réussir quelque chose. Alors après, moi j'ai de la chance que dans le basket, ça soit populaire, mais c'est comme si tu me disais, maintenant que j'ai 2 enfants, tu vois, moi les profs, j'ai toujours pas compris pourquoi on paye pas plus les profs. Ouais. Tu vois, les profs, ils s'occupent de nos enfants, ils s'occupent de la nouvelle génération, de ceux comment ils vont penser et qui vont s'occuper du monde de demain, et les gens, ils gagnent des misères. Alors après, je sais que c'est l'offre et la demande, et que nous, comme les contrats télé sont gigantesques, et les gens payent cher pour venir nous voir jouer, c'est comme ça que c'est pas moi qui a décidé de l'économie, c'est pas moi qui a décidé de l'économie du basket, mais je me suis toujours posé la question pourquoi les profs ils gagnent pas plus, quoi. Parce qu'il y a des jobs qui sont super importants quand même. Mais c'est fou. En fait, c'est vrai que ce que tu dis est très vrai. C'est-à-dire aujourd'hui, les salaires ne sont pas représentatifs de la valeur que ces travailleurs apportent. C'est vrai qu'en finance, même s'il faut être extrêmement compétent, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de l'argent pour faire de l'argent. Donc l'utilité est quand même, on peut la questionner, quoi. Et des métiers publics, même tu vois, dans la santé, dans les hôpitaux, les infirmières, et les professeurs. Et après, j'ai réfléchi à la question et je me suis dit, c'est quand même peut-être la différence entre le secteur public et le secteur privé. Donc je me suis dit, peut-être qu'il faudrait que du coup l'école devienne privée. Mais en fait, non, c'est pas la solution parce que ça créerait beaucoup d'inégalités. Ouais, exactement. Du coup, ce serait uniquement les foyers favorisés qui pourront envoyer les enfants dans les meilleures écoles. Mais tu vois qu'aux États-Unis, du coup, aujourd'hui, même les meilleurs professeurs d'université français, ils finissent aux US parce qu'on leur propose 10 fois leur salaire que ce qu'on propose en France. Donc, je sais pas comment on pourra valoriser le métier si ça passe pas par... Je sais pas comment tu fais et comment tu peux faire pour un peu répartir. Ça me fait penser un peu, ou sinon le monde devrait un petit peu changer. Ça me fait penser au film Triangle of Sadness, où tu avais la femme de ménage, elle était rien du tout. Et après, elle devient à la boss, et cette scène mythique où elle dit Who's the captain, tu vois, Who's the captain, ça faisait trop rigoler. Mais tu sais que j'ai trouvé ce film brillant. Ouais, il était bien. C'est bien écrit, très très bien écrit. Très bien écrit, et en fait, il dénonçait beaucoup de sujets de société, mais de manière très subtile, quoi. C'était pas, en effet, la femme de ménage, elle fait partie de ces survivants, et tu le vois pas venir, en fait, cette espèce d'abus de pouvoir. Et on voit que le pouvoir, en fait, ça pervertit énormément. Ah, c'est clair. C'était hyper fort. Mais du coup, pour revenir, tu vois, à ce que la différence entre attente et réalité, ce moment que tu nous partages à 12-13 ans quand tu perds, il y a aussi une phrase qui m'a marqué dans un de tes podcasts où tu dis, tu avais demandé à Kobe Bryant, genre, qu'est-ce que tu fais quand tu rates le tir? Et il dit, tu supprimes. Ouais, delete. Mais si tu lui as demandé, c'est que toi, tu savais pas comment réagir. Parce que moi, ça restait dans ma tête. Toi, ça restait? Tu ruminais? Ouais, je ruminais.
quand j'étais jeune, quand je loupais des tirs importants, ça restait dans ma tête et ça pouvait m'affecter pendant un match ou le cours d'un match. Si je commençais le match et j'étais à 0/5, je me suis dit, ça y est, c'est un match de merde, ça va pas être un bon match. Alors que tu peux très bien revenir et à la fin mettre le shoot le plus important pour gagner le match. Et j'avais du mal à avoir cette vision-là parce que ça restait tout le temps dans ma tête. Et donc c'est pour ça que moi je dis toujours, les gens qui réussissent, il y a des raisons pourquoi ils réussissent. Il y a des raisons pourquoi ces gens ils sont là. Et donc pourquoi pas, si tu as accès, leur demander des conseils. Et donc j'avais demandé à Kobe comment il faisait pour justement que quand c'est la fin du match, il ne soit pas affecté par le reste du match et s'il avait mal commencé ou il épée des tirs. Et il m'avait répondu simplement, moi c'est delete, de toute façon j'arrive dans le 4e quart-temps, j'ai déjà oublié tous les tirs, c'est pas grave. Le plus important c'est le prochain tir, quoi. Et est-ce que le fait de savoir ça suffit pour toi à changer d'état d'esprit ? Bah, t'essayes de l'appliquer, mais après, si tout le monde le faisait, ce serait trop facile. Donc bien sûr que c'est dur, bien sûr que c'est dur, bien sûr que c'est difficile. Il suffit pas, comme tu l'as dit tout à l'heure, de juste rêver. Il suffit pas que juste de se le dire. Moi, il y a plusieurs étapes. Moi, je dis toujours, il faut visualiser ton rêve. C'est ce que je faisais quand j'étais petit. J'ai la balle de match, 3, 2, 1, tu mets le tir de la gagne. J'aime bien écrire aussi quand tu as les objectifs. J'aime bien écrire parce que je trouve que quand tu l'écris, tu commences déjà à y croire. C'est plus concret. Ouais, c'est plus concret, tu commences à y croire. Je trouve que c'est 50% du job, écrire, visualiser. Et puis après, il faut travailler. Il y a tellement de gens qui ils aiment bien parler, mais après, ils font pas vraiment le taf. Ils font pas vraiment les sacrifices qu'il faut pour vraiment réussir. Je me rappelle toujours quand j'étais jeune, j'étais avec mes potes et tu as 15-16 ans et on est à la piste d'athlée, c'est la préparation, c'est le début de la saison et là t'es pas obligé vraiment de travailler aussi dur, tu fais ce que tu veux, après c'est optionnel, hein. Et premier jour il y a 15 personnes à la piste d'athlée, puis après le soir ça fait la fête, ça profite, et deuxième soir on n'est plus que 8, troisième jour on n'est plus que 4, et puis le 4e jour je suis tout seul en fait. Et en fait je m'entraîne tout seul et c'est là où je me suis dit qu'en fait je suis différent des autres, parce que les gens c'est comme s'ils savent ce qu'il faut faire, mais ils n'y arrivent pas en fait à vraiment le faire. Et c'est pour ça que c'est pas facile. Et c'est pour ça que tout le monde ne peut pas aller en NBA, ou tout le monde ne peut pas devenir footballeur professionnel, ou devenir un des meilleurs chefs, ou un des meilleurs médecins. Ça prend du taf, il y a pas mal de sacrifices à faire. Et toi, tu les vis comme des sacrifices à ce moment-là, quand tu vois tes potes s'amuser et que toi, tu es là, non, moi, je suis sur la piste. Moi, au niveau du basket, j'ai jamais vraiment vécu ça comme des sacrifices, parce que déjà, 1, c'était ma passion. Et après, 2, quand tu vois un huissier rentrer chez toi et prendre la télé ou prendre une table, ça te laisse une cicatrice. Ça te fait vraiment dire « Waouh, j'ai plus jamais envie de vivre ça de ma vie ». Quelqu'un comme ça qui vient, alors que mes parents, tu vois, ils faisaient ce qu'ils pouvaient, hein, mais des fois, tu peux travailler dur et tu gagnes pas assez d'argent. Et donc ça, je savais que ça m'avait marqué. Donc à chaque fois que je voyais les jeunes, mes potes faire la fête, ça, je me disais, non, moi je suis focus sur mon truc. Il n'y avait rien qui pouvait me sortir de ce que moi je voulais réussir. Et donc pourtant, je peux comprendre la pression sociale, fumer ou boire. Enfin, moi, j'ai jamais essayé une cigarette de ma vie. Enfin, j'ai jamais rien essayé. Je suis un peu boring sur ce côté-là. J'ai jamais fait de drogue. Mais ça m'a jamais dit, parce que c'était des trucs qui pouvaient m'empêcher de réussir d'atteindre mon but. Donc, moi, je la sentais pas, la pression sociale. Quand les gens ils me disent, ouais, je fume parce que la pression sociale, j'ai du mal à comprendre. J'ai fait donc parce que tout le monde saute, toi tu vas sauter. J'ai fait, moi, je comprends pas, moi, quand on me dit ça. Et donc, moi, j'ai dit non, mais moi, ça m'intéressait pas. Et ça m'intéresse pas. J'ai pas envie d'être comme tout le monde de toute façon. C'est à quel âge que les huissiers viennent chez toi ? Alors c'était à Rouen, j'avais 12 ans. Comment tu l'as vécu ? Comme un traumatisme. Ouais. Je disais à papa, mais comment il prend nos trucs, ils ont le droit de faire ça et tout ça. Et donc il m'expliquait que les temps étaient durs et qu'il n'arrivait pas à payer toutes les factures, tout ça. Et c'est vrai que moi, quand je commençais à jouer au basket, je me rendais pas compte en fait de l'argent, la célébrité. Je savais pas trop ce que ça voulait dire en fait. C'est pour ça que ça me fait toujours... non, j'allais dire ça me fait rigoler. Non, ça me fait pas rigoler. J'aime pas quand les jeunes de mes camps de basket ou mes académiciens, tu fais un question-réponse et première question c'est ça fait quoi d'être riche, ça fait quoi d'être connu. Enfin, moi, quand je jouais au basket et que j'avais la chance d'avoir un basketteur professionnel parler à nous, les jeunes, quand j'étais petit,
Bah, moi, je lui demandais plus comment tu fais ce move-là, comment tu fais pour aller à gauche, spin, tout ça, enfin des trucs de basket, quoi. Pas genre des trucs argent et fame, des trucs. Si tu fais ça, si tu commences un sport avec ça comme motivation, il y a de grandes chances que tu réussiras pas. Et tant mieux, j'ai envie de dire, Bah ouais, laisse la place à ceux qui le veulent vraiment. Qui le veulent vraiment et qui sont passionnés et qu'ils font du basket parce qu'ils adorent ça, parce qu'ils sont amoureux du jeu et parce qu'ils sont amoureux du basket. Je sais de sources sûres que tu pleures pas beaucoup, mais que tu as pleuré une fois, en tout cas récemment, quand tu as fait ton discours d'entrée au Hall of Fame, quand tu as parlé de ta famille et que tu as repensé justement à ces jeunes années. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là ? Beaucoup d'amour et quand tu grandis dans une maison où avec des garçons, c'est vrai qu'on se dit pas souvent je t'aime, enfin jamais même, presque jamais. Et donc je trouvais que par rapport à quand j'ai décidé d'écrire mon speech, je trouvais que c'était important de pouvoir dire que tu aimes les gens qui m'ont suivi depuis que je suis tout petit, les gens qui me soutiennent, qui seront là quoi qu'il arrive jusqu'à la mort. Et je me rappelle, j'en parlais avec Titi, une fois on parlait des enfants et j'avais pas encore d'enfants à cette époque-là. Et je me disais, mais si j'ai des garçons, ça va faire bizarre de faire des bisous et des câlins. Je veux pas faire de bisous, moi. C'est pour ça que je disais, j'espère que j'aurai des filles, ce sera plus facile. Plus facile de montrer de l'affection. Ouais, plus facile de montrer de l'affection, je me suis dit. Et puis en plus, il y avait déjà que des garçons en plus dans la famille, donc je lui disais toujours, j'aimerais bien avoir des filles. Bingo, 2 mecs. Et j'ai eu 0 filles, j'ai eu 2 garçons, et c'est marrant parce qu'en fait, je fais pas du tout comme mon père en fait. Mon père, où il était vachement tough, il nous montrait pas beaucoup d'amour, il nous disait jamais je t'aime. Quand on était jeune, hein. Là maintenant c'est différent, mais quand on était jeune, et moi je suis complètement à l'inverse. Je leur dis tout le temps. Même à un point, mes enfants, ils en ont marre. Oui, papa, on sait que tu nous aimes. Lâche-nous. Mais je sais pas, je leur montre, tu vois, que je serai toujours là pour eux, et beaucoup d'amour. Enfin, même si je le savais dans ma tête que mon père, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pères qui prennent comme ça. Parce que ma mère, elle n'était pas là. Hein, c'est mon père qui avait la garde. Ma mère, elle n'avait pas ses papiers français, donc elle ne pouvait pas rester. Ah, c'est vrai ? Ouais. Donc elle parce était que mes parents, ils ont Pays-Bas, divorcé, j'avais 5 ans. Okay. Et donc, au début, c'est mon père qui nous a élevés. Et c'est pas facile, hein, il y a plein de pères, ils se cassent. 3 enfants comme ça, 5, 3 et 1, c'est dur. Ouais. Et mon père, il a grave assuré sur ça. Mais sa façon à lui, c'était comme ça. Il est tough. Et c'est vrai que on le savait qu'il serait toujours là pour nous, mais il le montrait pas. C'était implicite. Alors que moi, je fais différemment avec mes enfants. Et pas pour juger mon père, hein, parce que moi, l'éthique de travail, tout ce que j'ai eu, la discipline, tout ça, cette force de caractère, c'est grâce à lui. Donc, c'est juste que moi, j'ai décidé de montrer beaucoup d'amour, quoi. Et donc, par rapport au Hall of Fame, c'est ce que j'ai voulu montrer, on va dire. Que ce soit mes parents, mes frères ou mes enfants, ma compagne, j'ai décidé de m'ouvrir, on va dire. Tu partages aussi, je crois, dans cet épisode, que tu es assez vite finalement devenu le père de la famille avec tes frères. Pourquoi et comment tu as vécu le fait d'endosser des responsabilités quand même assez jeunes ? Tu sais, quand tu es jeune comme ça, tu n'as pas le choix. Hein. J'avais pas le choix. Mais pourquoi tu n'avais pas le choix ? Parce que mon père, il travaillait tout le temps. Il n'était jamais à la maison. Ma mère a travaillé aussi. Ils avaient des horaires de fou. Et donc, à un moment donné, nous, on rentre de l'école. Il faut bien quelqu'un qui s'occupe des 2 petits frères. Et donc, très, très tôt, j'ai eu... ce sens des responsabilités et pour moi c'était important que mes frères soient bien et je pense que le fait que je grandisse comme ça et après le fait que je sois meneur de jeu aussi en équipe de France, j'ai toujours pris soin on va dire des autres et être sûr que tout le monde soit bien parce que moi je viens d'un sport collectif, moi je crois beaucoup à l'union fait la force et il faut fédérer les gens. Et donc, moi, j'ai toujours été comme ça. Et tu avais le temps entre... parce que tu avais l'INSEP, tu avais quand même, du coup, t'imagines des études, enfin, tu étais à l'école à côté, et donc tu gérais aussi tes 2 petits frères. Ouais, bien sûr. Enfin, c'était pas trop overwhelming. Quoique non, parce que quand j'ai intégré l'INSEP, après j'étais plus avec mes frères. Ah oui, t'es parti. Parce qu'à l'INSEP, tu intègres un campus. Et après, t'es tout le temps sur le campus. Donc moi, je parle des années de 5 ans jusqu'à 14 ans. Ok.
Et alors, c'est quoi la suite, l'INSEP? Comment tu vis cette nouvelle vie où tu passes d'un Après, foyer l'INSEP, animé ça fait bizarre. Ça fait bizarre tout parce seul, que quoi. moi, j'avais l'habitude d'être avec mes frères à la maison. Et là, tu sors de ton cocon, quoi. Tu es obligé d'aller dans un campus, tu dors là-bas. Et là, tu es avec d'autres personnes. En plus, moi, j'étais le plus jeune. Et donc, tout le monde avait 2 ans de plus que moi. Donc, à cet âge-là, c'est énorme. Ouais, 2 ans c'est de clair. différence, à cet âge-là, c'est énorme. Et donc, il a vraiment fallu que je m'adapte. C'était quoi tes journées? Alors, journée, c'était école le matin. Après l'après-midi, on avait 2 heures. Et puis après, il y avait entraînement. Ok. Donc, à chaque fois, tu avais école, entraînement. Et à aucun moment, tu te dis, c'est peut-être pas ma voie, ou tu vois, à aucun moment, t'as ce... tu vois, en fait, t'envisages une autre voie. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non. Il y a que le basket qui parce que t'attire. moi, dans ma tête, c'était il faut que je réussisse, il faut que je sorte la famille de la merde. Et en fait, moi, dans ma tête, il n'y avait pas de plan B. Tu vois, je dis souvent, moi, ça à mes collaborateurs dans mon groupe, no plan B. Voilà la vision. Et puis, c'est là où on va. Alors, peut-être, bien sûr, il y aura des trucs, mais c'est là où on va. Et des fois, je vais avoir des questions. Non, c'est là où on va, no plan B. Et parce que pour moi, si tu commences à penser à ton plan B, c'est comme si tu pensais à ton safety net, tu vois. Et pour moi, ça, c'est de l'énergie que tu enlèves, que tu pourrais mettre sur le plan A. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, les gens, ils ont toujours tendance à dire, tu sais, ouais, je veux faire ça, mais tu sais, au cas où. Et donc, tu n'y crois pas vraiment, en fait, à ton truc. Donc, pour moi, il n'y a pas de plan B. Moi, c'est toute l'énergie, elle est sur le plan A. Et je dis tout le temps, no plan B. J'ai parlé un peu donc, à ton entourage pour préparer ce podcast. Et on m'a dit que tu prenais jamais non pour une réponse. Ouais. Donc, j'ai un peu la même manière de fonctionner. Mais sauf que tu m'as appelé 10 000 fois pour faire ce podcast. Pourtant, j'avais dit non. C'est pas vrai, t'as jamais dit non. Mais j'aurais insisté. Je rigole. Alors là, j'aurais insisté, c'est sûr. Mais tu vois, le truc, c'est que... Donc, et je disais justement à la personne qui m'a dit ça que à un invité de podcast, tant qu'on m'a pas dit clairement non, en fait, bah, y a une ouverture. Mais est-ce que le risque... Parfois, c'est pas d'être lourd. Genre, est-ce qu'on t'a pas déjà dit, genre, Tony, t'es relou? Pourquoi je prends pas non comme une réponse? C'est parce que moi, je dis, il y a toujours moyen. Il y a toujours moyen de faire quelque chose, il y a toujours moyen de trouver une solution. Alors oui, tu peux prendre le risque que les gens disent ça, mais à la fin, ils verront l'utilité. Et même moi, ça s'applique à moi-même parce que je vais te donner un exemple concret. Il y a mon président délégué de Infinity Nine Horses qui s'occupe de mon écurie et de mes chevaux. Il m'a envoyé un premier mail. Je n'ai pas trop répondu. 2e mail, 3e mail, 4e mail, 5e mail. Et au bout du 10e mail, je fais, mais le gars, il est relou. Sur une période de 2 ans, il a dû m'envoyer, je sais pas, 20 mails au moins. Et le gars, il lâchait pas l'affaire. Et le jour où j'ai voulu commencer mon écurie des chevaux, bah, j'ai repensé à ce gars-là. Je me suis dit, mais attends, ce gars-là, c'est qui ce gars-là? Parce qu'il m'a un peu beaucoup écrit. Et puis, tu sais, tous les ans, il y a un top 100 qui sort sur les meilleurs managers de France en dessous de 40 ans, dans tout confondu. Et cette année-là, donc c'était il y a 2 ans, j'étais numéro 1 des managers. Et je vois en 97, il y a ce fameux gars. Il était là. Il était là dans le top 100. Tu vois. Et grâce à tous ces mails, bah quand j'ai vu son nom, j'ai fait « Mais non, c'est le gars, il est dans le top 100. » Bon, ça veut dire qu'il doit être pas mal quand même. Il doit être un peu smart s'il est dans le top 100 et tout. Mais s'il n'avait pas fait le relou à pas prendre non comme une réponse et il m'a envoyé tous ces mails-là, c'est comme ça que je me suis rappelé de lui. Du coup, je l'ai appelé. Bon, au début, il ne croyait pas que c'était moi, mais au début, j'ai dit, c'est moi. Et après, on parle. Et en fait, maintenant, ça va faire, on commence notre 3e année ensemble. Et j'espère qu'on restera ensemble forever. Et j'aime trop travailler avec lui, collaborer avec lui. Je lui fais une petite dédicace, Clément Trop-Près. Mais c'est vrai que, franchement, s'il n'avait pas insisté, ouais. Et j'ai dit qu'il était relou. Morale de l'histoire, soyez lourd, ça paye. Morale de l'histoire, il a quand même eu son rendez-vous et il m'a convaincu. Et maintenant, on travaille ensemble. Ouais. Mais donc, toi, c'est vrai que c'est particulier. Tu as un état d'esprit où tu ne doutes pas. Tu as... Alors attends, excuse-moi de te couper la parole. Vas-y. Bien sûr qu'il y a des doutes. Bien sûr, tu as des doutes comme tout le monde. C'est comme un sportif, il dit ouais, je ne ressens pas la pression. Ça, c'est pas vrai. Tous les sportifs, on ressent tous la pression à un certain degré.
mais on a tous la pression où tu sais, t'as la petite boule au ventre, ou moi au basket, des fois j'avais mon avant-bras qui était bizarre, tu sais, tu sens un peu la pression. Et dès que la balle, on commence le match, l'entre-deux, bah, c'est comme si tout disparaissait, c'est comme si tout partait. Et après, j'étais en mode, de toute façon, j'ai fait ça toute ma vie, je me suis entraîné 50 000 fois. Et après, tu sais, tu vois tout au ralenti. Mais des doutes, bien sûr, on a tous des doutes. Mais tu as quand même un état d'esprit particulièrement serein, où tu as quand même confiance en toi, en tes capacités. Je pense que le doute, je le laisse pas rester longtemps. Ouais. C'est-à-dire qu'en 2013, pour prendre un exemple concret dans le sport, en 2013, on perd contre Miami en finale. On menait 3-2. Pour être champion NBA, il faut gagner 4 matchs. On mène 3-2, il reste 28 secondes, on mène de 5 points. Normalement, tu as 99,5% de chance de gagner ce match-là dans toute l'histoire de la NBA. Bon, on était dans les 0,5. On perd le match, 3-3. Et là, c'est marrant parce que j'ai jamais vécu un dîner comme ça après le match. Pourtant, il y a 3-3, on a encore une chance d'être champion. Et il y a des gens qui sont super forts mentalement dans cette équipe. On a déjà gagné des titres, on a de l'expérience. Mais c'est comme si j'avais vécu un enterrement. Quelqu'un était mort dans l'équipe. C'était abusé, l'ambiance de ce dîner pourri. Et j'ai jamais vécu ça de ma vie. Et on arrive au Game 7. Et bien sûr, avec cette ambiance-là, tu peux pas gagner un match. Et on perd 4-3. À cette époque, j'avais, 32, 33 ans. Tu te dis que peut-être on va plus jamais gagner un titre. Peut-être c'est la fin, on va plus jamais rien gagner parce qu'on avait gagné en 2003, 2005, 2007. On a gagné 3 titres en 5 ans, on a gagné tôt. J'ai gagné mon premier titre à 21 ans, et puis après, c'était le désert. Plus rien jusqu'à 31, 32. Et là, tu te dis, c'est nos dernières chances. On arrive en finale, on était si près. Parce que je me rappelle comme si c'était il y a 28 secondes, tu es à plus 5. Moi, je voyais le coach, il parlait, mais je voyais de mon œil, je voyais mes amis descendre l'escalier, je voyais le trophée arriver. Ils avaient amené la corde pour mettre autour du terrain. Enfin, on était là pour célébrer, hein. Bon, ils sont tous bien remontés à leur siège parce qu'on n'a pas gagné. Et cet été-là, c'est la plus grosse défaite que j'ai jamais eue. Et là, j'ai eu beaucoup de doutes. Je me suis dit, est-ce que je vais y arriver ? Est-ce qu'on va gagner encore un titre ? En plus, en équipe de France, j'ai commencé en 2000. Ça faisait 13 ans. On n'avait toujours pas gagné médaille d'or. Et je m'étais toujours dit que quand on avait été champion d'Europe junior en 2000, je voulais amener ce premier titre à l'équipe de France. L'équipe de France de basket n'avait jamais gagné médaille d'or. Et là, je crois que c'est l'été où j'ai eu le plus de doutes. Et je me reconnaissais pas même. Je me disais, mais tu vois, pendant une semaine, je réfléchissais beaucoup. Je me disais, mais. Et après, il y a le coach de l'équipe de France, il m'appelle. Au début, je lui avais dit, non, je viens pas en équipe de France. J'ai été traumatisé. On a perdu une finale NBA. Bon, après une semaine, je l'ai rappelé. Je lui ai dit, non, vas-y, je viens. Je viens en équipe de France. Et tu sais jamais quand ça va marcher, en fait, quand tu vas gagner. C'est ce qui fait la beauté du sport. Tu sais jamais. On avait cette expression avec mon coach, Popovic, où il disait, pound the rock. Tu tapes le rocher avec une massue, puis tu tapes le rocher, puis le rocher, il se casse pas. Puis tu tapes le rocher, et puis au bout de 1000 coups, le rocher, il tape, bim, ça casse. Et c'est pas le coup que tu as mis qui a fait que ça a cassé. C'est tous les coups que tu as mis qui a fait que ça a cassé, et qu'en fait, en gros, tout compte. Tous les repas comptent, tous les moments où tu dors, tu récupères, les soins, tous les entraînements, tous les trucs, tout est important en fait pour gagner un titre. Et donc, c'est pour ça que on a fait ça avec l'équipe de France. Hein. Au bout de 13 ans, enfin, on bat l'Espagne, notre bête noire, et on devient champion d'Europe pour la première fois. Et donc, du coup, en 2014, quand j'arrive en NBA, t'es reboosté, quoi. Je suis reboosté, je suis trop content. Je me dis que vas-y, pourquoi pas, on peut peut-être gagner une dernière fois, quoi. Et cette année-là, on a été porté toute l'année par cette énergie. Et on rejoue la même équipe en finale. On rejoue Miami en finale. Et là, on gagne 4-1, on leur met une bonne fessée et on joue un des plus beaux baskets de l'histoire de la NBA. Et tout ça qui a été créé par une défaite. La plus grosse défaite. De toute façon, je dis toutes les plus grosses victoires. Hein. Des fois, la fondation, c'est une des plus grosses défaites. Hein. C'est vrai que c'est tellement dur à se dire sur le moment, quoi. Ah c'est clair. Sur le moment, c'est la fin du monde. Hein. Ouais, en fait, c'est toujours après où t'es là, ouais, ça m'a appris quelque chose. Mais bon, d'un autre côté, t'es là, je sais pas si j'aurais aimé passer par ça. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que quand t'as quelque chose de mal qui t'arrive, toujours essayer de trouver un truc positif. Et peut-être ça sera pas le lendemain que tu verras, ou 1 mois, 3 mois. Là, ça a duré presque 1 an avant que je me dise, ah ouais. En fait, c'est aussi la rage de vaincre. Parce qu'au début, tu dis, c'est tellement injuste. Ah ouais, on mène 3-2. Tu le sens, le titre, t'es là. En plus, si t'as les stats, 99,5, j'aurais préféré encore qu'on s'en prenne 20 et au moins tu te prends une branlée et tu te dis, bon, c'est sûr.
Non, mais ça a fait. Après, comme tu dis, ça te pousse à. Ok, c'est injuste, mais en fait, c'est fait. Donc maintenant, what's Parce next? qu'on m'a beaucoup posé la question, est-ce que tu changerais ton histoire à NBA, en équipe de France? Parce que tu sais, on a mis 13 ans avant de gagner. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'étés où j'ai vraiment douté. J'avais vraiment l'impression que... Enfin, je me disais, je sais pas si je peux gagner avec l'équipe de France, si on peut gagner une médaille d'or. Et ça me bouffait à l'intérieur. Parce qu'on gagnait tellement à NBA. Ouais. Et après, j'arrivais l'été en équipe de France et on n'arrivait pas à gagner. Et on a perdu des défaites cruelles, hein, des trucs durs à vivre. Comme en 2005, on était à plus 7 à 40 secondes de la fin pour être champion. Enfin, c'était vraiment horrible. Et je me dis que je sais pas. Et je me disais toujours que si je gagne pas un titre avec l'équipe de France, j'aurais l'impression que j'ai loupé ma carrière. Alors que c'est un peu dur, hein, parce que j'ai été champion NBA de ça, mais j'avais vraiment cette impression-là, quoi. Et c'est vrai que j'ai pas lâché l'affaire, on n'a pas lâché l'affaire avec la team, et on l'a enfin fait. Mais c'est vrai que ça peut te bouffer de l'intérieur. Parce que là, ça a mis 13 ans. Hein. Bah ouais. Et c'est vrai que 13 ans après, quand on gagne, ce bonheur, et je me dis que waouh, everything happens for a reason. Tu vois, moi, je crois beaucoup en ça. Karma, moi, j'y crois. Tu sèmes des bonnes graines et tu sais, tu traites bien les gens et des bonnes choses arriveront vers toi, c'est des trucs positifs. Moi, j'y crois beaucoup. Moi, j'y crois plus. T'y crois plus, non. C'est vrai, parce que t'as sémé des graines et c'est toujours pas. Tu sais pas. Alors, si, parce que. Tu m'as l'air jeune, hein, tu sais pas. Ça va peut-être arriver plus tard. Moi, ça a mis 13 ans en équipe de France. Tu vois, moi, c'est pas par rapport au pro, parce que, en effet, j'ai commencé jeune et voilà, j'ai la chance que toutes les graines que j'ai semées ont poussé. C'est plus par rapport. Mais du coup, ça m'a donné l'illusion que la volonté pouvait tout. Et bon, les auditeurs et les auditrices de podcast le savent, je l'ai partagé. J'ai eu des gros problèmes de santé mentale il y a 1 an et demi. Et où, du coup, j'avais, comme toujours, l'impression qu'avec la volonté, j'allais pouvoir m'en sortir, parce que tout était une question de volonté. Et en fait, non. Et donc, depuis, je relativise un peu cette façon de voir les choses qui peut être un peu culpabilisante. Parce qu'en fait, quelqu'un qui, je sais pas... perd un enfant, dis-lui tout arrive pour une raison, c'est compliqué, tu vois. Ouais. Je pense que tout arrive pour une raison dans le travail, mais il y a quand même des facteurs sociaux, environnementaux, raciaux. Il y a des trucs que tu peux pas contrôler, ça c'est sûr. Et la santé, tu peux pas contrôler. Ça, je suis d'accord avec toi. En fait, t'as plus ou moins la main dessus, mais c'est vrai que dans notre société, je trouve dans notre société, avec toute cette mouvance très développement personnel, et j'en parle, tu sais, j'ai reçu Anthony Bourmont aussi sur le podcast, qui lui est vraiment le roi, il le sait, de cette mentalité. Au contraire, vous pouvez tout, etc. Et je l'avais pas mal challengé là-dessus à l'époque, parce que je disais, en fait, pas tellement. Je sais, oui, toi, tu viens d'un milieu très modeste et t'as réussi, mais en fait, l'exception n'est pas la règle. Et donc je pense qu'il faut faire tout pour y arriver, mais sans non plus endosser 100% de la responsabilité de nos parcours, tu vois. Ouais. Je suis d'accord un peu avec toi, je partage ça aussi, parce que c'est pour ça que je dis toujours contrôle ce que tu peux contrôler. Parce que par exemple, la santé, quelque chose que avec ma mère, parce qu'après sa carrière de mannequinat, elle est devenue naturopathe et on essaye. On faisait toujours attention à ce que tu mets dans ton corps, ce que tu manges, tout ça, sans être dans l'excès, bien sûr, on en a parlé tout à l'heure. Parce que moi, je suis un gourmand, attention. On en parlera. Mais contrôle ce que tu peux contrôler, parce qu'il y a des choses que tu peux pas contrôler. La santé, il t'arrive quelque chose, tu as un cancer, tout ça. Enfin, ça, c'est des trucs que tu peux pas contrôler. Tu as parlé des enfants tout à l'heure, où il t'arrive quelque chose à tes enfants. Ça, c'est quelque chose qui peut t'affecter énormément. Et donc, everything happens for a reason. C'est clair que moi, ma phrase, là, s'il arrive quelque chose à mes enfants, bien sûr. T'as un peu envie d'emmerder le destin, là. Bien sûr que j'aurais envie de... Tu sais, tu dis, wow, il faut relativiser de ça, mais c'est dur quand ça touche tes enfants. Ouais. Parce qu'en fait, là, tu rajoutes des trucs qui peuvent vraiment t'affecter, en fait, parce que les enfants, c'est quelque chose. Hein. Qu'est-ce que ça a changé pour toi de devenir père ? En fait, depuis que j'ai les enfants, j'ai plus de peur, en fait. Ouais. Alors qu'avant, j'avais peur de rien, je pouvais faire n'importe quoi, j'avais peur de rien. L'avion, tu vois, je prends l'avion tout le temps, mais j'avais jamais peur dans l'avion. J'ai pas peur, mais si l'avion, il y a un petit truc où il bouge un truc, première pensée, je vais dire, s'il arrive quelque chose là, mes enfants, tu sais, tu penses différemment, en fait. C'est vrai que le fait que depuis que j'ai des enfants, j'ai des peurs que je n'avais pas avant. C'est comme si que ça me rendait un peu weak, en fait, faible, pardon.
Est-ce que ça te rend faible ou est-ce que ça te rend fort? Non, mais quand je dis faible, c'est-à-dire que, tu sais, on dit souvent, je sais pas, moi, quand tu regardes les films, et ils disent tout le temps, si t'as de la famille ou des gens que t'aimes, tu sais, il faut tout écarter, mais, oui, mais ça te rend fort, ça te rend c'est fort. un talon d'Achille. Non, quoi. mais ça te rend fort, c'est sûr, mais c'est un côté aussi où ça peut t'affecter, quoi. Bah oui, c'est d'ailleurs c'est souvent justement dans les films, si jamais t'as un méchant qui veut te tuer, tu t'en fous. Par contre, s'il veut tuer ta femme ou tes enfants, là, t'es là genre non. Et du coup, qu'est-ce que ça a changé même par rapport à ta vision de la vie? Parce que t'étais, comme finalement beaucoup de sportifs de haut niveau, hyper investi dans ton sport, dans ta carrière, hyper obsessionnel. J'imagine que c'est plus possible une fois que t'as des enfants, quoi. Ouais, quand tu as des enfants, tu le vois différemment parce qu'après tu le fais pour eux. C'est à eux que tu vas tout laisser, tout déléguer. Tu le vois comme ça, toi, maintenant? Ouais, bien sûr. Ok. Bien sûr. Parce que maintenant, moi, je réfléchis patrimoine et ce que je peux. Puis même, moi, je suis animé par la transmission. J'ai envie de redonner à la nouvelle génération. J'ai toujours été très impliqué par rapport à comment je peux aider les jeunes, créer des plateformes pour que les jeunes puissent s'en sortir, parce que tout le monde n'a pas les mêmes opportunités. Et que quand tu as des enfants, tu penses encore plus à ça. Mes investissements, j'ai essayé de réfléchir à qu'est-ce qui pourrait avoir un impact sur notre société. Et donc, tout ça fait que j'ai toujours été impliqué, j'ai toujours fait mes dîners galas, fondations, tout ça, parce que ma mère m'a toujours éduqué comme ça, de redonner. Mais je trouve que c'est encore plus accentué une fois que j'ai eu mes enfants. Non, c'est sûr, puis c'est une culture peut-être plus américaine aussi. Ouais, ça c'est clair que c'est la culture américaine. Qui est comme ça, c'est fou sûr. le nom de charity. Je sais pas ce qui explique le différentiel. Bah moi j'ai grandi dans une maison avec un père américain, donc j'ai toujours grandi avec cette mentalité-là. Une fois que tu réussis, give back, tu donnes, tout ça. Ouais. Moi j'ai toujours grandi comme ça. J'espère que ça va se propager, mais ça commence, je pense, puis les réseaux sociaux sont aussi un moyen. Alors après, moi je trouve que la France, faut juste créer les opportunités. Je me rappellerai toujours la première fois que j'ai fait mon dîner de gala, j'avais 23 ans. Et donc je fais un dîner de gala un peu à l'américaine, bien sûr. Tu sais, tu fais un show, tout ça, tu fais le dîner, tout ça. Et je me rappelle, le ministre de Sport à l'époque, il me disait, mais pourquoi tu fais une dîner de gala, ça marchera jamais en France, ils sont pas généreux, tout ça. Et il me disait, la chance si tu lèves 50 000 euros. Et je me rappelle, ce soir-là, on a levé 300 000 euros et les Français, ils ont été hyper généreux. Et pour moi, ça a toujours été comme ça un peu en France. Les gens, ils ont tendance à tout de suite critiquer, alors que si tu leur donnes l'opportunité et tu proposes des bonnes choses, des bonnes causes et tout ça, bah, les gens, ils sont smart, ils sont généreux. Et moi, ça fait depuis 20 ans que je fais mes dîners gala et on a toujours eu des gens, et donc des Français, très très généreux. Le gros de ta carrière s'est fait aux États-Unis. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu n'as plus de velléité internationale? Peut-être que tu en as, hein, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ton parcours s'inscrit vraiment en France. En fait, j'ai joué pendant 20 ans, presque 20 ans en NBA. Après, je revenais tous les étés en France par rapport à l'équipe de France. Et pourquoi j'ai voulu investir en France? C'est parce que aux États-Unis, ils ont déjà tout. Hein, donc c'est vrai qu'il y a plus de choses à faire. Je parle basket, ouais. La NBA et tout ça. Et donc, je me suis dit, il y a plus de choses à faire en France. Et je me suis dit, pour l'instant, en tout cas, je préfère redonner à mon pays par rapport à tout ce que j'ai reçu. Après, le rêve américain, investir dans une franchise NBA, pourquoi pas plus tard. Mais pour l'instant, ça se passe bien en France et mes enfants, en plus, ils grandissent en France, ils sont à l'école en France. Donc, je trouve que pour l'instant, mon avenir est ici. Ouais. Aujourd'hui, tu es serial entrepreneur, tu es dans le domaine des courses hippiques, du champagne, dans la formation et puis l'aide aussi aux jeunes. Il y a une vraie question que je me posais, c'est comment est-ce que tu sais quand une passion doit rester une passion, parce que ça vaut mieux qu'elle le reste, et quand est-ce que ça vaut mieux qu'elle devienne un business? C'est une très bonne question. Je sais pas, moi j'ai toujours allié les deux. Donc... C'est vrai, t'as toujours allié les deux? Ouais, j'ai toujours allié les deux parce que quand les gens me demandent c'est quoi ton groupe, je dis moi mon groupe il est basé sur mes passions. Et donc Infinity Nine Group, c'est comme ça qu'on l'a commencé. Ça a commencé avec mes différentes passions. Il y a 3 pôles, sport, là où tu as l'Asvel féminin, les chevaux, la station de ski. Après, tu as l'éducation, donc mon Académie de Lyon et l'Académie de Paris qui va ouvrir en 2025. Et après, art de vivre, donc vin, champagne, tout ce que j'aime de la France. Boissons de bien-être. Et donc, pour moi, en fait, ça a toujours été basé sur mes passions. Donc, quand tu me poses cette question-là, je me dis, j'ai toujours allié, en fait, tout, en fait. J'ai allié les deux.
Et je m'entoure de gens que j'aime parce que pour moi, c'est une aventure humaine. J'ai le luxe de choisir avec qui je veux travailler, avec qui je veux collaborer. Et donc, j'ai pas l'impression en fait que je travaille en fait. Et t'as jamais du coup investi ou développé un business autour d'une passion et en fait tu t'es rendu compte que ça marchait pas, tu vois, et que ça aurait mieux fait de rester un hobby, tu vois, ou... parce que c'est parfois je trouve que pour rencontrer pas mal d'entrepreneurs et de personnes passionnées de manière générale, parfois on je sais pas, par exemple si on adore la lecture, on est persuadé qu'on doit créer un business autour de ça, et en fait le fait de le faire finalement nous dégoûte presque à la fin de ce qu'on aimait le plus. Et je trouve que parfois, c'est le risque. Ouais, je suis sûr que ça peut arriver, hein, sûrement. Mais ça t'est jamais arrivé. Sûrement, mais moi, personnellement, non. Okay. Non. Moi, j'ai toujours vécu ça. En plus, j'essaie toujours de bien m'entourer. J'essaie toujours de m'entourer de gens plus intelligents que moi pour justement pouvoir grandir et pas faire n'importe quoi dans les domaines où on investit. C'est quoi les critères qui font que quand tu vas avoir un entretien avec quelqu'un pour un poste dans ton groupe, tu vas décider de la prendre ou de ne pas la prendre ou de ne pas la prendre? Sa passion. Ce que je regarde d'abord, c'est sa passion. Si humainement, c'est une bonne personne. Et je regarde aussi surtout si elle a un moteur. Parce que ça, c'est des trucs que tu peux pas apprendre. Tu peux pas voir sur un CV, quoi. Non, tu peux pas apprendre ça si elle va avoir justement cette motivation et cette passion pour venir au travail et faire déplacer des montagnes, tout ça. On me demande souvent, Tony, est-ce que tu penses qu'on peut travailler le mental? Et je fais le mental. Je sais pas si ça se travaille. Je sais pas, moi, j'ai l'impression c'est tu l'as ou tu l'as pas, quoi. Moi, quand j'avais 9 ans, je regardais tous les matchs de Jordan, toutes les vidéos, je regardais tout. Et mon père, il m'a jamais demandé de regarder quoi que ce soit. Je le faisais naturellement. Je regardais tout, tous ses moves, tout. J'ai essayé de vouloir faire la même chose avec mon fils. Ah ouais. Déjà, j'ai de la chance s'il regarde 5 minutes. S'il reste 5 minutes, j'ai de la chance. Après, l'autre jour, il m'a sorti je veux être arbitre. J'ai fait arbitre. J'ai fait mais t'es sérieux, toi? Tu veux être arbitre? Et je comprenais pas, parce que je disais, mais pourquoi? J'ai regardé les mêmes vidéos. Et en fait, pas du tout le même impact. Et maintenant, bon, depuis, ça va, j'ai gagné quand même au change. Il fait du judo, là. D'accord. Donc, je dis, ça va encore, c'est mieux qu'arbitre, au moins. J'ai rien contre les arbitres. On les embrasse. Mais ouais, exactement. Mais judo, j'ai dit, voilà, au moins, tonton Teddy pourra l'aider et tout ça. Franchement, c'est marrant quand tu parles de la même façon à tes 2 enfants et ils vont le prendre différemment. Pourtant, tu essaies de les éduquer de la même façon, mais c'est oui. Marrant, le mental est commencé. Et en fait, j'ai l'impression que mon fils, comme si il aimait sans plus la compète, en fait. Ouais. C'est marrant. Oui. Alors que moi, la compète, il y avait que ça qui comptait. Et en plus, quand j'ai commencé en France, j'aimais pas cette phrase. Quand on me disait, le plus important, c'est de participer. Moi, j'ai du mal avec cette phrase-là. Pour moi, c'était le plus important, c'est gagner. Et quand en 98, Zizou et Titi gagnent la Coupe du Monde, ça a influencé toute une génération, que ce soit moi ou Teddy Riner. On était à fond pour montrer à la France qu'on est fort. C'est possible. En plus, on vit dans un pays en ce moment où quand même le sport, là, on commence vraiment à bien monter, quoi. Si tu regardes Kylian Mbappé au foot, c'est peut-être le meilleur joueur au monde. Tu as Victor Wembanyama qui est peut-être le talent... on n'a jamais vu ça depuis 30 ans, 40 ans. J'ai vu les photos avec tes fils. Enfants, c'est super drôle. Il est grand. Et après, tu as Léon Marchand à la natation qui vient de battre le record de Michael Phelps. Qui est invité sur le podcast, je le rappelle. Voilà. Antoine Dupont. Enfin, tu sais, en France, on est quand même là, le sport commence vraiment à prendre une belle place. L'équipe féminine de gymnastique qui vient de remporter la médaille de bronze dans les championnats du monde. C'était la première médaille depuis 1950. Ah, waouh. Donc, t'as raison. C'est marrant que tu dis ça parce que moi, quand j'ai commencé à arriver en équipe de France, quand on a eu notre médaille en 2005, c'était la première médaille en championnat d'Europe depuis 50 ans. Ah ouais, aussi, ouais. Comme quoi, on partait de loin, nous aussi, le basket. De loin. Il y a eu un peu un passage à vide, mais maintenant, peut-être le fait qu'il y ait les JO aussi, je sais pas si ça joue, mais si, je pense. Tu vois, il y a un côté où, ça sera à la maison, quoi. Donc, ça a dû jouer. Non, c'est obligé. C'est obligé que ça a dû jouer les JO, c'est quand même quelque chose de magique et franchement, j'espère qu'en France, on sera content et fiers d'avoir les JO, qu'on sera au rendez-vous. Ouais. Justement, en parlant un peu comme ça de traversée du désert, toi, du coup, tu nous disais, tu en as eu une entre 2013 et... Bon, je sais pas, là, tu me diras la fin de ta carrière, mais comment tu restes motivé dans les moments où les résultats ne sont pas en rendez-vous? C'est assez difficile, je trouve. En fait,
Après, c'est là où faut être réaliste. On sait très bien qu'on va pas être champion tous les ans. Et bien sûr, tu as une part d'objectifs, de rêves, tout ça. Mais à un moment donné, il faut être réaliste aussi. Et dans le sport, c'est impossible de gagner tous les ans. Déjà, moi, personnellement, j'ai gagné 4 titres NBA. Je crois qu'en 75 ans d'histoire de NBA, il y a, je crois, une trentaine de joueurs qui ont gagné 4 titres. Enfin, c'est très, très rare. C'est très, très dur de faire ça. Donc, des fois, il y a des années, on perdait et on se disait, bon, on reviendra encore plus fort l'année prochaine. Tu peux pas... Mais t'arrives à te dire ça chaque année, parce que tu te dis ça une fois, fine. Bah oui, dans le sport, t'as pas le choix. Ouais. Dans le sport, t'as pas le choix. Il faut tout le temps se remettre en question. Tu peux jamais te reposer sur tes lauriers parce que les jeunes, ils poussent. Hein. T'imagines, il y a 400 joueurs en NBA. T'as 60 nouveaux joueurs qui rentrent chaque année. Donc t'imagines Il y en a 60 qui sortent. Exactement, bah oui, bien sûr. C'est très dur de rester en NBA. La moyenne d'un joueur NBA, c'est 4 ans, hein, une carrière. C'est 4 ans. Et toi, tu t'es Moi, déjà senti sur la sellette? Non. Ok. Non, moi j'ai joué 18 ans en NBA et j'avais encore une année de contrat, hein, ma dernière année. Mais j'avais tellement bien préparé mon après-carrière et j'avais gagné tout ce que je voulais gagner, j'avais accompli tout ce que je voulais accomplir en tant que joueur, que à l'époque, Michael Jordan, c'était mon patron à l'époque, le propriétaire des Charlotte Hornets, et je lui avais dit, je l'avais appelé, je lui ai dit, je ne veux pas faire ma dernière année, je suis prêt à rentrer dans la vie active, dans la vraie vie, et commencer ma carrière d'entrepreneur. Et donc c'est pour ça que, non, je me suis jamais senti sous la sellette. C'est même moi qui est parti avant la fin de mon contrat, quoi. C'est quoi le meilleur conseil que Michael Jordan t'ait donné? Jordan En fait, j'ai jamais vraiment demandé un conseil à Jordan. Moi, c'est lui qui m'a inspiré le plus. C'est lui qui m'a donné envie de jouer au basket. C'est lui qui m'a donné envie d'avoir cette mentalité et comment je me suis construit. C'était mon idole. J'avais des posters de lui partout dans ma chambre. Et maintenant, c'est des photos. Exactement. Tu sais, on dit souvent ne jamais rencontrer son idole. Franchement, moi, j'étais trop content de le rencontrer. Et maintenant, je peux fièrement dire que c'est un ami. Et je sais que je peux le texter et il me répondra direct. Donc ça, c'est cool. Non, le meilleur conseil que moi, j'ai eu dans le business, c'est Magic Johnson. À 24 ans, j'avais demandé à Magic de le rencontrer parce que c'est un des sportifs qui a le plus réussi sa reconversion. Et donc, à l'époque, je lui dis, quel conseil tu peux me donner? Et Magic, il m'a dit, crée ton réseau maintenant, pendant que tu es en activité, parce que si tu attends que tu es à la retraite, plus personne ne te rappelle. En gros, quand tu es à la retraite, les gens, ils t'oublient et ils ne te rappellent pas. Alors que quand tu es en activité, tout le monde veut passer du temps avec toi, tout le monde veut aller dîner avec toi et parler du match et parler de ce qui s'est passé, de ce qui se passe dans l'équipe. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Au lieu de jouer à Fortnite, tu sais, moi, tous les soirs, je demandais, selon où on allait, je demandais un rendez-vous, j'allais au campus d'Apple, j'essayais de rencontrer des CEO. Parce que moi, je n'ai pas fait beaucoup d'études. Je me suis arrêté à la terminale, parce qu'à 17 ans, j'étais déjà en pro, et puis après, je ne pouvais plus. Et donc, je trouvais que j'ai beaucoup de choses à apprendre. Donc, j'examinais tout. J'étais comme une éponge. J'apprenais énormément. Et j'ai eu la chance d'avoir des CEO qui m'ont pris sous leur aile et qui m'ont bien appris un peu le monde du business. Parce que moi, je l'ai toujours attaqué comme ça, le business. C'est pas parce que je suis Tony Parker que tu as gagné titre NBA et les chefs d'entreprise, ils s'en foutent de tout ça. Hein. Quand tu arrives dans le monde du business, là, il faut que tu sois à leur niveau parce que eux, moi, je me suis toujours dit, je repars à zéro là. Je repars à zéro et il faut que je gagne mon respect. Mais justement, pour devenir le meilleur, vu que c'est ce qui t'inspire, j'ai l'impression, dans ta vie, que ce soit dans le sport ou dans le business, est-ce qu'il ne faut pas rester focus? Et je me fais l'avocat du diable parce que c'est pas mon cas, mais tu as du coup diverses activités. Oui. Est-ce que tu penses que tu peux devenir le meilleur sans te donner à 100% dans un seul domaine? C'est une très bonne question. Pourquoi mon groupe est diversifié? Parce que je ne me vois pas en fait faire, par exemple, je suis président de l'Asvel, faire ça, que ça en fait, faire que ça. Tous les jours, basket, je ne me vois pas faire ça. Mais dans chaque domaine, je préfère gérer un groupe et qu'il soit diversifié. Et voilà, et de temps en temps, j'irai voir les chevaux, des fois j'irai au ski, des fois j'irai voir des matchs de basket, des fois j'irai voir mes filles. Et des fois j'irai voir le vin, le champagne. En fait, il y a beaucoup de choses dont je suis curieux. Je suis quelqu'un de très curieux. J'aime bien m'éduquer sur différents domaines. Et donc, c'est pour ça que moi, ma motivation, c'est d'amener notre groupe le plus haut possible et d'avoir un impact sur notre société. C'est un peu ça.
ce que je dis à mes collaborateurs. Mais c'est vrai que tu peux te poser la question et dire pourquoi tu ne prends pas juste un club de basket et tu fais ça à fond. Mais le problème, c'est que j'ai un club de basket, je suis à fond, et on a gagné 4 titres en 6 ans. Donc on est quand même champion, on est performant. En 2019, on était la première équipe de l'histoire être champion chez les garçons et chez les filles la même année. Donc une fois que tu bats tous ces records, ou par exemple les chevaux l'année dernière, on a gagné l'équivalent d'un titre NBA, et je vais pas vous saouler avec le jargon. Ouais, exactement. Mais l'équivalent d'un titre NBA, bah tu vois, c'était un truc de fou, ma 2e année en plus, ce qui est très très rare. Et ça me donne envie de continuer. Ça me donne envie de continuer à être au top. Mais après, j'ai envie de faire d'autres choses aussi. Ouais. Et donc j'essaie de prendre des mondes, tu sais, qui sont complémentaires. Par exemple, dans le monde des chevaux, dans le monde du basket, c'est complémentaire avec le vin, le champagne. Tout mon univers, en fait, se marie bien et c'est complémentaire. Alors oui, disons c'est différent, parce qu'entre les chevaux et le vin, il y a pas, c'est vrai que ça se concurrence pas. Mais justement, tu vois, moi je me dis, de l'extérieur, j'ai plusieurs activités aussi. Tu vois, j'ai une marque de lingerie, j'ai mon podcast, j'ai mes réseaux, j'écris. Et j'ai parfois... Et tu y arrives bien. Ouais, mais j'ai parfois cette frustration de me dire, je sais que chacun de ces projets pourrait aller beaucoup plus loin si je m'y consacrais à 200%. Alors si je peux me permettre, est-ce que tu t'entoures bien ? Est-ce que tu as de la facilité à déléguer les personnes qui sont en dessous de toi pour justement leur faire confiance et les faire monter ? Parce que pour moi, d'expérience, les gens qui veulent trop contrôler, c'est pour ça que ça va pas plus vite, parce qu'ils veulent tout contrôler. Ils sont, comme on dit, des control freaks. Alors, je plaide coupable, mais en même temps... Au moins, tu es honnête avec toi-même, tu vois, écrire un livre, en tout cas, personnellement, moi, je le délègue pas, tu vois. Mais un livre, oui, non, pas un livre. Mais j'adore écrire, et tu vois, là, j'arrive pas à le terminer, parce qu'en fait, je suis en tournage tout le temps, et donc il y a que ma marque de sous-vêtements, où on est une équipe maintenant, et en effet, j'y arrive, mais tu vois, le podcast, pareil, ça se délègue pas vraiment, ça reste toi face à l'invité. Bien sûr. Donc, parfois, j'ai l'impression c'est vrai que toi, tu es dans des domaines où tu peux pas trop déléguer. Ouais. Alors que moi, quand tu as un club de basket ou tu as un club de basket féminin, il y a des choses que je peux déléguer. Les chevaux, pareil. La station de ski, pareil. Le vin, pareil. Le champagne, pareil. Bon, mon émission sur Squeak à télé, ça, je peux pas déléguer. Je peux pas déléguer. Ouais. Mais j'ai pas trop, moi, de trucs où je peux pas déléguer. Parce que c'est vrai que si tu peux pas déléguer, c'est un peu difficile. Parce que tout est basé autour de toi et ta personne. Moi, j'ai toujours dit, le groupe, j'ai envie que le groupe soit fort. Et que s'il y a Tony Parker, tant mieux. S'il n'y a pas Tony Parker, c'est pas grave, le groupe, il avance. J'ai toujours un peu eu cette... c'est ce que je leur dis toujours à mes collaborateurs. J'ai dit, il faut que vous imaginez le truc comme si je n'étais pas là. Ouais. Parce que je veux pas que tout soit basé sur moi. C'est-à-dire qu'en fait, si je suis pas là, le groupe, il continue parce qu'un jour, j'aimerais bien laisser le groupe à mes enfants. Donc ça peut pas être basé que sur moi. Et comment tu sais que... Un peu comme LVMH, tu vois, demain, Bernard Arnault est... Oui, mais c'est quand même LVMH parce que Bernard Arnault bien sûr, était là. Tu vois, c'est lui qui a tout créé. Mais demain... C'était que dans le secteur de la mode au début. Mais demain, il est plus là, ses enfants, ils pourront reprendre et ça sera quand même une machine de guerre. Donc toi, c'est un peu ton inspo ? Ouais, c'est un peu une inspiration. Ouais. Comment tu te sépares ? Comment tu arrives à juger, par exemple, que justement, ces collaborateurs qui, pour toi, sont en effet essentiels parce qu'ils chapeautent chacun de ces différents domaines, comment tu arrives à évaluer si c'est le moment pour eux de partir ou pas, et comment tu t'y prends ? Ça, c'est jamais facile. Ouais. C'est jamais facile de se séparer de collaborateurs. Ne serait-ce de se rendre compte, je trouve, quand tu vois, moi, vu que j'ai pris de la hauteur avec ma marque de sous-vêtements, parfois, quand je dois me replonger dedans, en fait, te dire, il faut que je réidentifie d'où vient le problème pour le résoudre et pour ensuite pouvoir... tu vois, relaisser un peu, en effet, la main aux personnes concernées. Je sais pas si tu as déjà eu un peu ce cas-là ou... Oui. Après, c'est jamais facile, ça c'est sûr. C'est jamais facile. Surtout quand quand il y a de la confiance et tu as pris du temps à développer la relation, c'est jamais facile. Mais après, pour moi, il y a rien qui est plus important que le groupe, en fait. Et le groupe doit avancer. Et si tu n'es plus la bonne personne, tu n'es plus la bonne personne. Et comment tu arrives à le voir, toi ? Parce que moi, je suis tout au quotidien quand même. Non, mais je veux dire, est-ce que c'est genre purement de la data ? Enfin, tu vois, comment tu te bases ? Les deux. T'as une part de data et genre, on s'est mis des objectifs en début d'année et t'as pas rempli tes objectifs. Donc après, c'est à moi de décider, est-ce que je veux lui donner encore une chance ou est-ce qu'on change ? Et puis après, il y a aussi le feeling, parce que c'est de l'humain après. Moi, j'ai l'impression, je dois avoir 400 employés maintenant. Ah ouais, quand même. C'est de l'humain après.
tu dois essayer de sentir les choses et si tu sens plus la personne ou tu la sens plus concernée ou plus motivée, tu te sépares parce que c'est mieux pour tout le monde au final. Ouais. Exactement. T'investis aussi. Oui. On spoil pas parce que c'est dit, tu t'es jury pour qui va être mon associé là, pour la saison qui arrive. Oui. Qu'est-ce que tu regardes principalement quand t'investis ? Bon, déjà, le projet, il doit me faire vibrer. Il doit me faire rêver. Que ça rentre un peu dans mon univers de Infinity Nine Group. Et après, moi, c'est vrai, c'est l'humain, c'est la personne. Parce que, je vous apprends rien, mais quand tu investis sur la personne qui va porter le projet. Surtout que là, quand on rentre, on est minoritaire. Donc, à un moment donné, il faut que ce soit quelqu'un qui soit costaud mentalement et qui soit passionné de fou. Et j'ai la chance de voir 2-3 cas où, franchement, les jeunes, ils sont trop bien. Et moi, c'est pour ça que j'ai accepté de faire cette émission. Ça faisait 2 saisons que M6 me demandait de la faire, saison 2 et saison 3. Et je regardais ça un peu de loin. Et après, je me suis dit, c'est quoi par rapport à ce que je fais avec mon académie, par rapport au sport, j'aimerais bien que l'académie à Saint-Ouen soit dans cette vibe-là, en fait, qu'on donne la chance à des jeunes qui sont défavorisés, faire une sorte où il y a des incubateurs et qui soit un peu complémentaire à Station F. Xavier Niel m'a présenté Station F là, il y a 2-3 mois et j'ai trouvé ça incroyable. Et donc j'aimerais bien faire un truc complémentaire avec la nouvelle académie. Et c'est pour ça qu'avec l'émission, le fait qu'elle soit bienveillante, le fait que ça éduque les jeunes dans le business et de pouvoir être des entrepreneurs, parce que moi j'ai envie de faire partie des gens justement qui aident à trouver des solutions par rapport à la stat que j'aime pas trop en NBA, quand les joueurs ils prennent leur retraite, 5 ans après, ils sont broke, ils n'ont plus d'argent. Non. 5 ans après. Et donc j'aimerais bien participer à faire descendre ce pourcentage, parce que tu peux pas gagner tout cet argent et faire n'importe quoi et pas bien t'occuper de ta famille ou toutes les générations que tu aurais pu aider parce que tu n'as plus rien. Ouais. Et donc je pense que cette émission, pour toutes ces raisons-là, je trouvais ça bien. En plus, je peux changer la vie de certaines personnes, à essayer de développer leur boîte et ça revient toujours à ce que je t'ai dit tout à l'heure, l'aventure humaine en fait. Et donc pour toutes ces raisons, c'est pour ça que je suis content de faire cette émission. Et non, je pense que vous avez bien aimé. Hein. On a des beaux trucs là pour la saison prochaine. Si demain tu pouvais reprendre des études, là, je te donne le choix, tu t'inscris où tu veux pour 5 ans. Tu fais quoi ? J'irai pas à l'école, moi. J'irai pas aux études. J'irai voir un chef d'entreprise. Je trouve que tu peux apprendre plus en passant du temps et apprendre sur le tas, en fait. Ouais. Alors, bien sûr, hein, je sais que c'est un peu fou ce que je dis parce que n'importe quel jeune ne peut pas comme ça. Le CEO ou le chef d'entreprise, il va pas te prendre comme ça. Mais si c'est moi, j'aurais plus de facilité à aller le voir et dire je peux passer 1 an avec toi, 2 ans avec toi, voir comment tu fais. Parce que c'est le business qui t'intéresse. Parce que par exemple, si c'était, je sais pas, t'aurais pu dire médecine, enfin, je suis passionné du corps humain, tu peux aller voir ce que fait un docteur, mais mieux vaut passer sur les bancs de l'école, tu vois. Non, ça c'est sûr. Sinon, je te confierais pas ma vie. C'est sûr. Déjà, un grand respect pour tous les médecins, tous les docteurs, tous ceux, les infirmières, enfin, tous ceux qui nous ont aidés pendant la période Covid. C'était vraiment incroyable de les voir avoir la lumière, tout simplement. Enfin. Moi, c'est toujours les médecins et je reviens sur mes profs. Et les profs, franchement, c'est vraiment des héros. Et franchement, repartir, si je devais repartir à l'école, si je devais vraiment choisir et repartir à l'école, la médecine, ce serait un truc, je trouve ça super intéressant, en fait, le corps humain, parce qu'en tant que sportif, j'ai vu pas mal de choses, je me suis fait opérer, enfin, j'ai fait plein de trucs. Et avec les kinés, les médecins, j'ai toujours 50 000 discussions avec eux. Et c'est vrai que c'est un monde qui est fascinant. Et d'ailleurs, alors, t'as une petite anecdote. Vu qu'on parle du corps, on m'a dit que t'étais donc en effet gourmand, mais un peu, et donc j'en parle parce que normalement c'est qu'aux meufs qu'on dit ça, un peu self-conscious parfois de ce que tu manges, de ton corps, et que parfois tu as un peu de culpabilité alimentaire. Alors moi je dirais pas culpabilité, parce que ça c'est un mot qui est beaucoup trop fort, sinon j'aurais pas mangé 2 crêpes salées, j'aurais pu m'arrêter à une hier et j'en ai mangé 2 parce que j'adore ça et du cidre, bien sûr. Alors big up, je tiens à dire que la meilleure crêpe de Paris est dans le 15e, c'est la crêperie contemporaine.
prenez la Séraphin. Voilà, Je c'est suis tout. jamais allé là-bas. Il faut que tu y ailles. Ok. Moi, j'étais à Lyon hier. Je suis allé avec les enfants. On adore ça. Non, parce que si j'étais comme ça ou j'étais fou comme ça, je dirais à mes enfants pas de McDo, pas de pizza, alors que je suis pas du tout comme ça. Ok. Ils mangent ce qu'ils veulent. Moi, je dis juste de faire à petite dose. Tu sais, pas manger McDo tous les jours, pas manger des pizzas tous les jours, pas manger des crêpes tous les jours. Tu peux pas. Essayons de garder ça pour un plaisir, mais que tu as une base saine. Et après, le week-end, tu peux te faire plaisir. Ok. Et moi, c'est ce que je fais. J'essaie d'avoir une semaine plutôt saine. Et après, le week-end, on appelle ça des cheat days. Tu vois, tu peux avoir tes cheat days. Alors, normalement, cheat day, c'est qu'un repas. Bon, moi, c'est plus un cheat week-end, mais bon, c'est pas grave. J'ai travaillé dur dans le sport. On peut se faire plaisir pour le week-end. Mais en fait, non, moi, je dirais pas. Mais t'as pas de. Parce que vous m'avez dit, du coup, c'était un peu genre, ah ouais, non, on n'a pas bien mangé là. La semaine prochaine, on mange bien. Ah oui, oui. Mais tu repousses un peu. Oui, je repousse tout le temps, bien sûr, parce que je suis un gourmand. Je repousse tout le temps. Mais ça va, tu le vis bien, quoi. Il n'y a pas de. Non, parce que après, vrai... j'y ferai plus de sport, quoi. C'est-à-dire, je fais plus de sport. Et parce que les troubles alimentaires, on en parle beaucoup pour les femmes, et ça touche en effet principalement des femmes. Mais du Oui. coup, je trouve ça bien d'ouvrir le sujet pour les hommes aussi, qui peuvent aussi être victimes parfois de la pression de la société, d'avoir un certain physique, ou Oui, d'avoir, bien sûr. tu vois. Mais je pense que les deux, les femmes, surtout vous, parce que vous, les femmes, vous êtes beaucoup plus jugées que nous, les hommes, et ça doit vraiment pas être facile pour les femmes, cette pression, comme tu as dit, cette pression sociale. Parce que, après, moi, comme je suis dans un job de représentation, c'est dur de dire à mes académiciens, les gars, si vous voulez devenir les meilleurs basketteurs, il faut être en forme, et toi, t'arrives, t'as un gros ventre et ça. Enfin, je trouve que c'est juste... Il faut faire attention, quoi. Ouais. Après, moi, je te dis, même mes enfants, ils mangent ce qu'ils veulent. J'ai pas de truc. À un moment donné, il faut se faire plaisir. Je dis pas qu'il faut être parfait, quoi. Ça fait longtemps que mes abdos, ils sont plus tracés comme quand je jouais, tu vois. Mais à un moment donné, je dis, il y a un certain minimum. C'est juste ça que je veux dire. Mais je suis pas en mode. Non, pas du tout. Pas du tout. Est-ce que tu as des démons? Des démons? Ouais. Non, je dirais pas des démons, je dirais plus j'adore le fromage, j'adore alors je parle le pas de la vin. bouffe, mais je croyais que tu parlais de la bouffe, moi. J'adore. Comme on était sur la bouffe, c'est moi vrai, c'est ça ouais. les démons, le fromage là, c'est dur à dire non au fromage, hein. C'est dur. Hein. Surtout quand tu commences à boire, tu sais en plus moi je suis toujours invité, tu sais, dans les meilleurs châteaux, donc tu bois des bouteilles de fou et c'est parce que tu sais quand tu bois un verre tous les jours, c'est quand même une forme d'alcoolisme. Il paraît. T'as beau dire ce que tu veux, si tu bois un verre tous les jours, c'est une forme d'alcoolisme. Et donc, je me suis rendu compte que je buvais quand même un verre tous les jours, mais c'est dur de dire non quand tu vas vers différents châteaux et on te sort des bouteilles de fou, là, de 1982, 1960, enfin des bouteilles de malades. Et je me dis, ok, j'ai une petite forme d'alcoolisme alors. Non, mais en fait, ce qui est terrible, moi, je me suis rendu compte récemment, c'est qu'un verre en appelle un autre. C'est que moi, mais c'est la France, ça. C'est l'apéro. C'est l'apéro. On envoie le dossier. Toi, ça n'existe pas aux États-Unis, l'apéro. Mais en France, il rate quelque chose. T'as l'apéro et ça. Ça, c'est indiscutable. Exactement. Non, mais je parlais plus en l'occurrence des démons. Genre, est-ce que parce que tu vois, de l'extérieur, on peut avoir l'impression que du coup, tout te sourit, que tu n'as jamais connu l'échec, que ce soit dans le sport, dans le business. Et en plus, voilà, tu le mérites, mais est-ce qu'il y a des combats intérieurs que tu mènes, que ce soit par rapport à toi-même, je sais pas, de l'exigence, ou des choses sur lesquelles tu essaies de travailler? Déjà, je dirais pas que j'ai pas eu d'échec, déjà, parce que j'entends souvent les gens dire tout ce que je touche, ça devient de l'or et de ça. Alors oui, j'ai eu beaucoup de succès, mais j'ai eu aussi des échecs, parce que, je sais pas, moi, dans le business, on a sorti une marque de vêtements, ça a pas marché, au bout de 5 ans, poubelle. Basket, on n'a pas gagné tous les ans. Dans ma vie privée, j'ai eu des divorces. Donc, tu peux pas dire que, tout me réussit. Les gens, ils font souvent des raccourcis parce que, justement, j'ai eu beaucoup de succès et des succès très, très hauts, que ce soit dans le sport ou dans le business, qui disent ça. Mais j'ai appris de tous mes échecs. C'est grâce à ça que j'ai pu avoir tous ces succès. Donc, c'est important de rappeler aussi qu'il y a eu des échecs. Après, des démons, comme tout le monde, tu as des doutes. Tu as des doutes, ça, c'est sûr. Mais moi, c'est plus des doutes, est-ce que je vais y arriver ou pas ? Et donc ça, j'essaie toujours de chasser ça le plus rapidement possible. Mais après, je suis comme tout le monde. C'est juste que j'ai peut-être moins de personnes dans ma tête que certains amis que je connais, tu vois. Je ne citerai pas de nom. Ou des fois, ils ont 17 personnes dans leur tête, donc le temps qu'ils se mettent tous d'accord, c'est sûr qu'ils vont avoir du mal, tu vois. Ouais. Ça me fait penser au film Inside Out, là, tu sais, t'as le méchant, le gentil, le triste. J'ai peut-être moins de personnes que la plupart des gens, peut-être, mais sinon, non, j'ai des doutes comme tout le monde. Est-ce que tu travailles sur toi ? Est-ce que tu as une démarche consciente de
j'ai envie de travailler sur cet aspect de ma personnalité, j'ai envie de m'améliorer là-dedans, enfin tu vois. Alors pendant très très longtemps, je trouvais que ça servait à rien de... Alors c'est peut-être un peu dur ce que je veux dire, mais ça servait à rien d'aller voir quelqu'un. Moi j'y croyais pas trop à ça, parce que je disais non je suis fort mentalement, j'ai pas besoin de personne, un peu cette mentalité-là. Parce qu'en tant que sportif, on nous prend pour des machines, et que t'es une machine de guerre et t'as pas d'excuses. Et j'en ai parlé longtemps sur mon podcast avec Thierry Henry justement de ça, le côté où, si, on a le droit d'avoir des moments de doute, on a le droit d'avoir des peurs, même si on est des athlètes. Et ça fait 1 an que je trouve que c'est bien de parler à quelqu'un juste pour avoir un autre avis, en fait, de pas... de pas rester seul avec ses pensées, quoi. Ouais, non, mais puis même pas que les gens qui te connaissent depuis longtemps ou pas que ta famille, d'avoir quelqu'un qui est un peu objectif, neutre. Et je pense que tu peux toujours t'améliorer, en fait, tout simplement. Tu peux toujours t'améliorer parce que des fois, quand tu as beaucoup de succès, tu peux avoir tendance un peu à t'enflammer ou avoir la grosse tête ou peut-être oublier un peu la réalité. Et donc, je trouve que c'est bien d'avoir quelqu'un... Parce que moi, j'ai toujours essayé d'avoir ce juste milieu, ce happy middle, comme j'aime bien dire. Quand tout va bien, pas trop t'enflammer. Quand tout va mal, pas être trop dur avec toi-même. Et justement, avoir ce happy middle, ce juste milieu pour gérer... les hauts et les bas que tu vas avoir dans une vie, parce que tout le monde a des hauts et des bas, et c'est ta faculté justement à gérer tous ces moments-là qui fait que tu seras heureux dans ta vie, parce que tu peux avoir tout l'argent du monde. Moi je connais des gens, ils ont tout l'argent du monde et ils sont malheureux, ils sont tristes, alors qu'il y a des gens, ils n'ont rien et ils sont super heureux. Donc moi j'essaie justement de trouver ce juste milieu pour justement être heureux avec ce que j'ai. Comment est-ce que tu progresses ? Je pense à parler à quelqu'un, je pense que ça peut aider. Aller voir un psy, du coup. Ouais. Ok. Ouais. C'est comme ça que tu te dirais, que tu progresses en tant que personne. Moi, je pense que c'est comme ça que tu peux progresser et que tu peux t'améliorer. C'est leur job, justement. Oui, c'est vrai. C'est un peu leur job. Après, c'est un peu la salle de sport. Bien sûr. Après, tu peux parler à tes amis, tu peux parler aux gens que t'aimes et tout ça. Tout ça fait que tu peux toujours progresser. Mais des fois, les amis, ils vont un peu trop dans ton sens. Des fois, ça peut, en fait. Moi, ça va. J'ai des amis quand même qui me disent bien ce qu'ils pensent et ils disent bien... parce que quand tu arrives à mon niveau, tu peux surtout avoir des gens qui disent oui à tout ce que tu dis, et ça c'est très dangereux, c'est pas bien. Et donc c'est bien d'avoir des personnes autour de toi qui te disent tes 4 vérités. Ouais, exactement. On va arriver aux petites questions de la fin. Est-ce que tu aurais une ressource, que ce soit un livre, un film, un podcast, qui t'a particulièrement touché, que tu aimerais partager aux personnes qui nous écoutent ? Alors il y a un documentaire que j'ai adoré récemment, c'est Arnold Schwarzenegger. J'ai trouvé ce documentaire trop bien parce que justement par rapport à la mentalité et comment réussir, le gars quand même a eu 3 différentes vies, quoi. Il a eu sa première vie où c'était Monsieur Univers pendant 10 ans, gagné tous les ans, et puis du jour au lendemain il se dit tu sais quoi, je vais aller aux États-Unis, alors qu'il parle pas un mot d'anglais, il a un accent pourri, et il se dit je vais essayer de devenir acteur d'Hollywood, et le gars il réussit sa carrière à Hollywood. Et après, il se dit, pour terminer, je vais me lancer dans la politique. Pourquoi pas ? Et devenir gouverneur de Californie. Tu dis quand même un Autrichien. Un Autrichien de Mister Univers pour arriver gouverneur de la Californie. C'est là où tu dis quand même, il y a des gens, ils ont des destins de fous. Et j'ai trouvé ce documentaire super inspirant. Il parle justement de No Plan B dans ce documentaire-là. D'accord. D'ailleurs, j'ai repris ce passage-là pour mon séminaire, pour mon entreprise. C'est celui-là que j'ai vu récemment qui était très 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 bien. J'avais bien aimé aussi, je crois que ça s'appelle The Longest Breath. C'est sur le Deep Dive. Netflix, sur le Deep Dive, sur l'italienne, son nom m'échappe. Et je vais pas raconter le documentaire, mais j'ai trouvé ça aussi très très inspirant. J'ai trouvé ça super sympa. C'est vrai que pour revenir un peu... Je regarde pas mal de documentaires. Ouais. Plus sportif, du coup, j'ai l'impression. Ouais, non, je regarde un peu de tout, mais c'est vrai que là, c'est de là, parce que je viens de les regarder récemment. J'en ai vu un, moi, que j'ai trouvé hyper intéressant sociologiquement, ça parle de l'éducation, c'est Varsity Blues. Ah, Varsity Blues, j'ai vu, non, je l'ai pas vu, mais j'ai vu... Non, mais tu vois, qui parle de ces stars qui ont payé pour que leurs enfants aillent dans les bonnes universités américaines. Bad buzz, c'était vraiment une grosse arnaque, quoi. Mais en tout cas, oui, c'est vrai qu'Arnold Schwarzenegger, tu te dis, c'est vrai que de l'extérieur, tu l'as vu ? Non, je l'ai pas vu, mais je connais assez bien son histoire. Et je me dis, qu'est-ce qui fait que lui réussit à avoir autant de vies différentes, tu vois ? On ne peut pas tous, donc en effet, à quel point c'est de l'acquis et à quel point c'est de l'inné. J'ai écouté un podcast récemment avec
biologiste, tu vois, spécialisé dans les gènes. Et donc ça le fout un peu mal de dire ça parce que t'as pas envie de croire... Enfin, t'aurais envie de dire l'inverse, mais apparemment, c'est 99% de l'inné. Ah ouais, il dit ça. Ouais, il dit ça, ouais. Mais donc, 1%, Donc, ça peut être beaucoup, hein. Oui, bien sûr. Mais donc, il revient sur le mental que c'est inné, alors t'es né comme ça. Ouais. Mais moi, c'est ce que je pense aussi sur ça. Moi, c'est vrai que c'est un peu ce que tu disais avec tes enfants. Enfin, moi, j'ai une sœur jumelle, on est hyper différentes, on a eu la même éducation. Donc, qu'est-ce qui explique en fait, c'est que ta personnalité, elle te constitue à 99%. Mais ces 1% peuvent quand même faire toute la différence. C'est-à-dire l'environnement, l'éducation, les personnes que tu rencontres, tout ça peut quand même énormément jouer, quoi. Ouais, bien sûr. Toi, tu te rends compte avec tes enfants, j'imagine, tu as essayé un peu de leur... comment tu choisis, finalement, quelles valeurs tu veux leur transmettre? Parce que je trouve que ça doit être dur de ne pas répliquer juste « Ah, j'ai envie qu'il soit comme ça » et tu le façonnes un peu à ton envie, quoi. Moi, je pense que tu peux pas tout contrôler, de toute façon. Parce que, comme tu as dit, il y a l'environnement, qui ils vont rencontrer à l'école, avec qui ils vont bien s'entendre à l'école. Tout ça, c'est des trucs que tu peux pas contrôler. Donc moi, j'essaie juste de contrôler ce que je peux contrôler. Donc c'est leur expliquer un peu les choses simples de la vie, hein, d'être une bonne personne ou une mauvaise personne, c'est les trucs déjà simples, c'est pas mal ça. Et voilà, et je me dis, moi tout ce que je demande, enfin tout ce que je souhaite, c'est qu'ils ont un bon fond, en fait, qu'ils ont un bon fond et qu'ils soient gentils, parce que pour moi, quand tu as un bon fond, la plupart du temps, tu vas prendre des bonnes décisions et traite bien les gens avec beaucoup de respect, parce que nous déjà on a beaucoup de chance. Moi j'ai pas eu la même chance que eux. Donc je me pose souvent la question, comment je peux créer chez eux cette motivation qui va faire qu'ils ont envie de réussir leur vie. Parce que moi c'est facile, moi c'est fait naturellement, normal. Quand tu vis avec rien du tout, bah normal. Mais quand tu vis avec tout, tu as déjà une grande maison où tu voyages en vacances tout le temps, tu as pu skier. Moi j'ai jamais pu skier de ma vie, on n'avait pas les moyens pour aller skier. Moi mes enfants ils skient depuis qu'ils sont tout petits. Comment tu fais pour quand même créer chez eux ce sentiment que ils ont envie de réussir? Et je me pose souvent la question et bon bah j'espère que je ferai de mon mieux de toute façon. Ouais. C'est intéressant, ça m'intéresse un peu la psychologie de la réussite et si jamais on observe les personnes qui ont une réussite professionnelle assez admirable, en fait tu te rends compte qu'il y a deux cas de figure. Il y a en effet ces personnes qui voulaient faire leurs preuves parce que elles n'avaient pas tellement le choix, elles voulaient avoir une revanche sur la vie, mais tu as aussi les personnes qui voulaient faire leurs preuves parce qu'on en attendait beaucoup d'eux. Enfin, tu vois, on pense aux enfants Arnaud. Ils se sont quand même pas mal démerdés. Alors ça, ils sont très bien. Voilà, tu vois, je pense qu'il y a ce côté. En même temps, t'as pas envie de juste être considéré comme étant le fils d'eux. Ouais, bien sûr. Donc, je pense, si t'arrives pas, en tout cas, à leur faire avoir ce manque, qui en effet, je pense, difficile à répliquer si ils l'ont dans tous les cas, il y a potentiellement juste cette envie de faire ses preuves, de montrer que eux aussi peuvent réussir par eux-mêmes et que ils ne devront leur réussite que grâce à leur travail. Ouais, non, mais il faut créer des moments, je pense. Et c'est pas facile, hein, parce que quand t'es père, des fois tu te dis, par exemple, là le week-end dernier, j'avais dit, ok, si vous êtes sage aujourd'hui, on regarde un film et on peut faire sleepover. Sleepover, c'est ils dorment avec papa. On le fait une fois tous les 2 mois. Ils adorent dormir avec papa, parce que moi, sinon ils dorment jamais avec moi. Quand ils étaient tout petits, ils n'ont jamais dormi avec moi. Et donc là, je dis, ok, sleepover. On arrive, ils n'étaient pas très très sages quand même. Ils n'arrêtent pas de se chamailler. Tout le temps, ils se chamaillaient. Et là, je leur dis, je commence à mettre le film et ils commencent à se chamailler. Je fais, les gars, si vous continuez, je dis, on arrête le film et il n'y aura pas de sleepover. Et là, mon fils, il me demande, papa, on peut éteindre la lumière, tout ça? Je fais, bien sûr, je me lève, je vais éteindre la lumière, je me retourne, je vois mon deuxième fils en pleurs et il s'était chamaillé, quoi. Et j'ai fait, mais vous êtes sérieux? Je viens juste de mettre le film, je viens juste de vous dire. Là, je dis, c'est terminé, dodo. Il était 20h, j'ai dit, c'est bon, dodo, pas de sleepover, tout ça. Et là, mais des pleurs, tu sais, ça te fait mal au cœur, quoi. Ouais. Genre, mon deuxième fils, tu sais, commence à mal respirer tellement il avait hâte de faire sleepover. Et c'est pas facile, hein. Et donc là, je dis, non, dodo, plus rien, tout ça, blabla. Ils vont au lit. Et c'est vrai qu'après, je vais dans ma chambre et j'ai un peu de mal parce que je me dis, c'est dommage quand même, j'étais pas beaucoup là la semaine, j'avais vraiment envie de passer du temps avec eux et vraiment faire ce sleepover. Et donc, mais je me suis dit, tu vois, c'est ces moments-là que moi, il y a des moments comme ça, moi, avec mon père qui m'avait marqué quand il était dur. Et donc, au bout d'1 heure, donc il est 21h, je sais qu'ils dorment pas, hein, ils sont dégoûtés. Et là, je vais les voir, je leur dis, ok,
Vous avez gâché cette soirée, c'est vraiment dommage. Parce que moi, j'avais vraiment hâte de passer cette soirée avec vous. Je vais couper la poire en deux. Je dis, on va regarder le film, mais par contre, pas de sleepover. Parce que je veux que vous vous rappelez ce que vous avez fait et que si vous êtes pas sage, t'as pas des bonnes choses qui arrivent dans ta vie. Si t'es pas discipliné, si t'es pas une bonne personne, généralement, c'est mort. Et donc là, ils m'ont regardé, tu sais, un peu avec les larmes aux yeux et tout. Ils font, bon, ok, papa, et tout ça. Et donc, on regarde le film. Et à la fin du film, ils me regardent et ils font, ok, papa, on a compris, on va dormir tout seul et tout. Ils étaient dégoûtés, mais je pense qu'ils vont se rappeler de ça. Ouais. Et donc, dans 1 mois ou 2, quand ça sera le temps de faire le sleepover, ils vont se rappeler de ça, quoi. Mais il paraît que Mais c'était dur, hein, parce que moi, là-bas, je voulais partir sur rien de la soirée. Package. Ouais, full package. C'est bon, je les vois que demain matin. Mais il paraît que quand t'es parent, c'est beaucoup plus difficile de dire non, en fait, que de dire oui. Ah, c'est clair. Et c'est vrai qu'on s'en rend pas compte. Enfin, moi, je me rappelle, c'était il y a pas si longtemps, quand j'étais enfant et ado, et j'en voulais tellement à mes parents de me dire non. Tu vois, j'avais l'impression qu'au contraire, c'était hyper facile pour eux de me dire non. Je là, mais tu peux me dire oui, ça te coûte rien. Mais ça, c'est vrai que ça a l'air d'être un des jobs les plus difficiles au monde. Si jamais, là, je te donnais un petit carnet et un crayon à papier, et que tu pouvais partager 3 enseignements, les 3 enseignements les plus importants que tu as appris, et tu les laisses à tes 2 fils, qu'est-ce que tu écrirais dedans? Et ils ont que ça auquel ils peuvent se référer. Premier truc, je leur dirais traiter tout le monde de la même façon. Genre, what goes around comes back around. Genre, toujours traiter tout le monde avec du respect. Parce que je veux pas que ce soit des enfants qui sont pourris gâtés, quoi. Donc, le respect, pour moi, respecter les gens. Qui que ce soit la femme de ménage ou le président de je sais pas quoi, traite tout le monde de la même façon. Le deuxième est une éthique de travail, parce que si tu veux réussir quoi que ce soit dans ta vie, de toute façon, il va falloir travailler. Et après, la troisième, sois gentil, quoi. J'allais dire be kind, mais c'est dur de traduire ça, mais juste sois gentil, en fait, tout simplement. Sois gentil, tu vois, parce que quand t'es gentil, les gens, ils le ressentent, quoi. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est sous-estimé, je pense. Et si toi, tu pouvais te dire un mot quand tu pars pour les États-Unis, juste avant de commencer ta première saison, qu'est-ce que tu te dirais? Lâche pas. Lâche rien. T'aurais pas lâché de toute façon. J'aurais pas lâché, mais je dis juste lâche rien parce que les Américains, c'était dur. Hein. Moi, la star de l'équipe m'a pas parlé pendant toute ma première année, tout ça. Enfin, c'était dur ma première année. Le coach, des fois, je rentrais de l'entraînement, j'avais les larmes aux yeux. Et donc, c'est pour ça que je dirais lâche rien. C'était quoi le jour le plus difficile de ta vie? Moi, j'en ai plusieurs. C'est dur de choisir entre le sport ou la vie privée. Ouais. Il y en a plusieurs. C'est pas facile de choisir. Un qui a été particulièrement où tu t'es dit genre ah ouais, la vie c'est vraiment pas que des highs, quoi. Parce que je trouve qu'on parle non mais tu vois, on parle beaucoup des highs et c'est cool. Non, mais... déjà mes 2 divorces, c'est jamais fun. Ça c'est sûr. Ça c'est jamais fun parce que quand tu pars dans une relation, tu pars avec le sentiment que tu vas réussir. Surtout moi. Et puis après, dans le sport, je dirais la grosse défaite contre Miami en 2013. En équipe de France, la défaite de 2005 contre la Grèce en demi-finale. Ouais, voilà, ça fait déjà pas mal. Ouais, c'est vrai. Je te souhaite de ne plus en avoir beaucoup. Écoute, j'ai 2 dernières questions pour toi. Ouais. Si jamais tu pouvais entendre quelqu'un au micro d'InPower, qui tu veux? Qui est-ce que tu aimerais entendre? Déjà, c'est bien, tu fais des garçons, déjà, c'est nouveau, ça. Non. Si, tu fais pas beaucoup de garçons. Je disais justement, là, j'ai back-to-back, je vais avoir 5 mecs. Je sais, c'est bien. C'est cool. C'est cool. Tant que c'est des gens intéressants, c'est pas de ma faute s'il y a plus de femmes intéressantes. Moi, je dirais notre président, Macron. C'est jamais, faut rêver grand. Ouais, en vrai, je pense que ce serait pas si difficile. Parce que c'est dans son intérêt, en fait, de parler aux jeunes. Mais je sais pas si ça m'intéresserait tant qu'il est président. Parce que... Tu préfères après? Bah ouais. Comme quand Barack il a écrit son livre, ouais, ou Michelle ça. Obama, un truc comme ça. Après, sinon, ils sont trop média-trained, ouais, tu peux rien leur sortir tellement... Ouais, parce qu'ils ne pourront pas parler vraiment. Bah non, je comprends. Ouais, c'est pas bête, ça. Après sa présidence, c'est vrai. To be continued. Écoute, je vais te poser la question signature du podcast. Oui. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie? Prendre le pouvoir de sa vie, avoir confiance en soi, être fier de ce que tu es, t'accepter, ça veut dire ça? Ouais, t'accepter, ouais. T'accepter, en fait, comme t'es, en fait. Parce que des fois, avec la vie d'aujourd'hui, les réseaux sociaux, les jeunes, des fois, ils veulent trop changer plein de trucs alors qu'ils sont très bien comme ils sont.
Enfin, surtout les femmes, je dirais. Ouais. Alors que vous êtes toutes belles, toutes mignonnes, tout va bien, et vous voulez changer tout votre corps. Tu vois, je comprends pas, franchement, ça. Mais franchement, ouais, de s'accepter, en fait. De s'accepter, d'avoir confiance en soi. Tu t'es toujours accepté? Ouais. Bah, c'est ce qui me fait ma force. Moi, je me suis toujours accepté. Et c'est pour ça que je me suis toujours bien senti, en fait, dans ma peau, parce que j'ai des défauts, comme tout le monde. Mais je les ai toujours acceptés, je m'en fous, en fait. C'est pas grave, ça. Ça fait partie de qui tu es. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Trop bien. Bah, merci Tony, c'était merci. hyper chouette. Merci. Pour les personnes qui veulent en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais, sur tes activités, t'envoyer un deck, où est-ce qu'on les redirige? LinkedIn. LinkedIn, Ouais, tu utilises un peu LinkedIn? Ouais. Ok. Ouais, LinkedIn, c'est le mieux. Ok, bah écoute, je mettrai ça dans les notes du podcast. C'est gentil. Et puis, bah, j'espère à très vite. C'est gentil, merci pour l'invitation.